Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est sur le troisième et dernier jour de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je rappelle que tout ce week-end Acropolis vous a proposé de suivre une partie des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ce rendez-vous annuel de tout un tas de gens, d'économistes, d'universitaires, de journalistes, de politiques qui vient se rencontrer à Aix-en-Provence pour discuter d'économie. On est donc le dernier jour dimanche et dans une quarantaine de minutes on va commenter ensemble, si vous le voulez bien, la dernière session de ces rencontres économiques, un débat sur la France des 5 prochaines années, pardon, pourquoi des 30 prochaines années, non, des 5 prochaines années, le titre du débat c'est la France des 5 prochaines années. Ah oui d'ailleurs on peut pas faire plus simple, ça a le mérite d'être clair, voilà. Avant-hier on a parlé de... Attends, c'était quoi déjà dans l'ordre? Avant-hier, on a fait une session sur le progrès, le monde progresse-t-il? Hier, on a fait un truc sur la guerre des générations aura-t-elle lieu? Ça vous a beaucoup énervé la notion de guerre, c'était rigolo. Mais c'était assez intéressant sur le fond. Et aujourd'hui, on va parler de la France des 5 prochaines années, sachant qu'aujourd'hui, il va y avoir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui va être présent. Donc voilà, c'est aussi un peu l'occasion pour le gouvernement de dire deux trois trucs. Ce qui est intéressant, c'est que on est dimanche, le journal du dimanche est sorti, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais le journal du dimanche nous fait état des précisions de la réforme fiscale qui a été présentée, notamment par Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était hier avec les gens d'En Marche. Vous savez que le parti En Marche a fait son espèce de congrès, convention, machin, le week-end dernier pour s'organiser. Et ça a été l'occasion pour le Premier ministre de préciser un petit peu la réforme fiscale qu'il entend mener, et il a annoncé une baisse d'impôts pour un total de 9 milliards, je crois au total. 7 milliards de baisse des prélèvements obligatoires et pas des impôts. Attention, je vous rappelle la différence entre les deux, hein. Les impôts, c'est les taxes qui sont prélevées directement sur votre déclaration d'impôt. Et les prélèvements obligatoires, ça comprend aussi les cotisations sociales, qui certes ne sont pas des impôts parce que ça ne finance pas l'État, mais ce sont des prélèvements obligatoires parce que vous n'avez pas le droit d'y échapper. Voilà, donc bref, on l'a déjà eu l'occasion de le voir sur Acropolis dans le cadre du discours de politique générale, dans le cadre des premiers live sur l'examen du projet de loi travail, etc. Vous savez que le gouvernement et Emmanuel Macron entend mener une grosse réforme fiscale, en plus d'une grosse réforme du droit du travail. Et la réforme fiscale, c'est entre autres le financement différent de la protection sociale, qui reposera sur la CSG, et non plus uniquement sur des cotisations sur les salaires. Voilà, j'ai dit plein de trucs, je suis fatigué. Mais j'ai pris du café. Et pourquoi j'ai... ouais d'accord, donc du coup j'ai le JDD ouvert, tu sais, avec Gérald Darmanin qui fait la une et tout. Voilà, donc on entendra tout à l'heure le ministre de l'économie, peut-être qu'il nous en dira un petit peu plus là-dessus. On verra comment il finance le tout. Effectivement, Goyom. Salut à toutes et à tous, en tout cas, merci de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Salut Mikado, salut Ilazam, salut Titan Clume, salut William, salut Firevals, pardon, salut Kirza, salut 7 Prix 2, salut Jojo, salut Malcator, salut DJ Arthur, salut Riposte, salut Nénès, bienvenue à tous. Et à toutes, je sais qu'on est dimanche, je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est compliqué de regarder un live qui parle d'économie alors qu'on a juste envie de dormir. Mais c'est l'intérêt justement d'Acropolis, c'est de vous aider à regarder ça, pour qu'on regarde ça ensemble, qu'on en débatte, qu'on en discute, etc. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez des retours aussi d'ailleurs sur la couverture qu'on a faite de ces rencontres économiques, n'hésitez pas, sachant que là, on a encore 35 minutes devant nous. Mais je vais vous proposer de vous diffuser des interviews qu'on a faites. En fait, nous on est ici, on est à Aix-en-Provence, là on est à l'université d'Aix-Marseille aujourd'hui. Hier on était à Sciences Po et avant-hier on était encore ici à l'université, mais peu importe. Les rencontres économiques ont lieu là à peu près à 200 mètres de là où on est, sur le même site, dans les amphithéâtres de la fac. Nous on fait notre plateau ici, mais il y a aussi un plateau de tournage à côté. Il y a un plateau de tournage à côté sur lequel on a fait quelques interviews. Parce qu'en fait, nous on a reçu en plateau ici des personnes, Antoine Bozio notamment hier que vous avez vu après les sessions, donc ça c'était plutôt cool. Mais on a aussi fait des interviews de personnalités dans le studio de tournage. Donc malheureusement c'était pas en live parce que c'était enregistré, c'était des petites interviews de 10 minutes. Mais on a gardé les vidéos évidemment et on va vous les diffuser là aujourd'hui en amont du live, en amont de la session de cet après-midi. Voilà. Firevals, je suis outré par cette prononciation. Mais ça se prononce comment ton truc? Firevals Switch. Je rigole, pas grave. Bon, d'accord. C'est pas un fond vert derrière toi? Ah non, 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 je suis vraiment à Aix-en-Provence. On a fait un petit réglage caméra pour que ce soit flou derrière moi.
Non, on est vraiment Aix-en-Provence, mais derrière, c'est évidemment un JPEG dégueulasse trouvé sur Google Images. Vous vous en doutez. Acropolis, je n'aurais jamais regardé ce genre de conférence débat sans vous, merci. Ah bah ça fait plaisir, tant mieux, enfin tant mieux, je sais pas, j'espère que ça t'a plu surtout. J'espère que t'as appris des trucs, j'espère que ça a aiguisé ton sens critique, voilà. Nous le but c'est de vous accompagner justement, on se doute bien qu'on vous permet de regarder des trucs que sans nous vous auriez pas regardé. Que je vous rassure, moi sans vous je l'aurais pas regardé non plus, hein, ça m'aurait fait chier. Donc c'est le but, c'est qu'on se motive pour regarder ensemble ces trucs-là et qu'on en parle, qu'on en débatte, qu'on en discute. Voilà, donc j'étais en train de vous dire qu'on va vous diffuser des interviews qu'on a réalisées de personnalités. On en a fait deux en l'occurrence. Elles seront disponibles évidemment sur YouTube, rassurez-vous. Mais si ça vous intéresse, on va commencer tout de suite par vous diffuser l'interview de Benoît Cœuré. Alors Benoît Cœuré, c'est un des membres du directoire de la Banque Centrale Européenne. Vous savez, la Banque Centrale Européenne, on en entend beaucoup parler dans le débat économique en France et en Europe, évidemment. Elle est à Francfort. Elle a été très décriée, notamment pendant la campagne présidentielle. Enfin, non, elle n'a pas été très décriée, mais en gros, la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui émet les euros, et donc elle est un peu le symbole de l'euro, de la monnaie unique, le marché commun, etc. Donc la construction européenne autour de la convergence des économies, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc j'ai eu l'occasion d'interroger un des membres du directoire de la BCE. Je lui ai posé quelques questions très simples hein, sur ce que c'est que la BCE, comment ça fonctionne, etc. Donc, ah ouais, vous avez interviewé du gratin en fait. Bah ouais, c'est ça aussi l'intérêt des rencontres économiques, c'est que ça nous donne accès, ça vous donne accès du coup à des gens à qui on peut poser des questions. Donc, Benoît Cœuré, membre du directoire comment ça s'appelle, de la Banque Centrale Européenne, je vous propose qu'on se regarde tout de suite son interview et on en parle après. À tout de suite. Salut à toutes et à tous, toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence pour Acropolis. Je suis aujourd'hui avec Benoît Cœuré, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Benoît Cœuré, vous êtes administrateur de la Banque Centrale Européenne et je suis très content de vous recevoir. On va parler rapidement ensemble d'économie et des sujets qui sont abordés aujourd'hui aux rencontres économiques. Est-ce que pour commencer, je peux vous demander assez simplement de raconter votre parcours? Comment est-ce qu'on arrive à la Banque Centrale Européenne? Oui, bonjour et merci de votre invitation. C'est assez simple en fait. J'ai fait une école d'ingénieur, l'école polytechnique, Ouais. et ensuite des études d'économie et de japonais par ailleurs. Et Ça je aide. suis rentré, ça aide à comprendre l'économie, notamment le secteur bancaire, on peut en reparler. Ouais. Et je suis rentré à l'INSEE. Donc j'ai l'INSEE, commencé à faire de l'économétrie, de la modélisation, à utiliser les mathématiques pour faire de l'économie à Ok. l'INSEE. Ensuite, je suis allé à la direction du Trésor, au ministère des Finances, à Bercy. Et ensuite, l'occasion s'est présentée de rejoindre la Banque Centrale Européenne, où je suis depuis maintenant 5 ans. Alors la Banque Centrale Européenne, rapidement, ça sert à quoi? C'est quoi son rôle? Alors la Banque Centrale Européenne, c'est à peu près 2500 personnes à Francfort, en Ouais. Allemagne. Et nous sommes la Banque Centrale de la zone euro, donc des 19 pays qui utilisent l'euro. Donc il fabrique la monnaie, Donc l'euro. on fabrique la monnaie, on fabrique les billets Mhm. avec les banques centrales nationales, donc la Banque de France par exemple. Mais les décisions sur les billets sont prises à Francfort. On décide de la politique monétaire de la zone euro, en particulier du niveau des taux d'intérêt auxquels on se finance dans la zone euro à court terme. Et puis, depuis 3 ans, la Banque Centrale Européenne a une nouvelle fonction dans le cadre de l'union bancaire qui D'accord. consiste à contrôler les plus grandes banques européennes. D'accord. Vous avez dit donc que la Banque Centrale Européenne s'occupe de créer la monnaie, mais créer la monnaie, c'est pas au sens pratique du terme, ça à la limite c'est de l'exécution, c'est au sens politique du terme en fait de définir les taux d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça fonctionne cette histoire-là? Alors, ce n'est pas au sens politique, je me permets de vous corriger pardon. parce que la Banque Centrale Européenne est indépendante du pouvoir politique dans un domaine qui est très limité, puisqu'il s'agit d'utiliser la monnaie, les taux d'intérêt pour un objectif qui est très précis, qui est fixé par les traités européens, qui consiste à assurer la stabilité des prix. La maîtrise de l'inflation. Ce qui, en pratique, la maîtrise de l'inflation, ce qui en pratique veut dire que l'inflation doit être proche de 2% pour D'accord. protéger le pouvoir d'achat des citoyens européens. Et D'accord. donc dans ce cadre-là, la Banque centrale opère de manière indépendante du pouvoir politique. Et alors la manière dont on le fait, c'est en décidant de la quantité de monnaie qui circule dans l'économie européenne et des moyens que nous avons pour contrôler cette quantité de monnaie. Et en particulier en ce moment, nous avons un programme dit en anglais de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, D'accord. qui consiste tout simplement à acheter des titres financiers sur les marchés financiers de manière à faire baisser les taux d'intérêt partout dans la zone euro.
Et ça permet ensuite aux entreprises, aux ménages de la zone euro d'emprunter à des taux qui sont beaucoup plus faibles. Et donc c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour la consommation. C'est une manière de soutenir l'activité économique dans la zone euro. D'accord, très bien. Dimanche, vous interviendrez sur la question de l'Union européenne et la tentation de l'exit suite au Frexit britannique. Est-ce qu'il y a d'autres pays de l'Union européenne qui risquent de sortir de l'Union européenne, enfin qui pourraient avoir envie? Quel regard est-ce que vous portez, vous, à la BCE, sur le risque d'avoir un pays membre de la zone euro quitter l'Union? Je crois qu'aujourd'hui, ce risque n'existe pas. Ah bon? Il y a un pays qui a décidé de quitter l'Union européenne, mais qui n'était pas dans l'euro, C'est vrai. qui est le Royaume-Uni. Ça se révèle beaucoup plus compliqué que ce qui était prévu au départ. Ce processus De négociation, oui. de négociation. Il y a une image qui est souvent employée qui consiste à dire l'Europe c'est comme une grande omelette, chacun a apporté ses œufs. On a fait l'omelette et maintenant il y a un pays qui lève la main et qui dit je voudrais récupérer mon œuf. Ben, c'est compliqué parce que maintenant on a fait l'omelette. L'omelette, c'est quoi? C'est l'économie européenne? L'omelette, c'est l'ensemble des règles qui encadrent tous les échanges économiques dans l'Union européenne, qui protègent le consommateur, qui les normes dans le domaine agricole, les normes dans le domaine de la santé, etc. C'est tout un ensemble de règles juridiques qui donnent des droits aux consommateurs, aux investisseurs, aux ménages européens. Les Britanniques veulent sortir de ça. Ils en ont parfaitement le droit. Et ça veut dire quoi, sortir de ça? Mais il faut détricoter tout un ensemble de relations qui ont été construites depuis 50 ans en réalité. Donc c'est très compliqué. Ça donne à réfléchir à tous les autres pays qui se disent peut-être que finalement on est bien ensemble. D'accord, donc vous pensez sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro ne serait pas une bonne chose pour des pays qui le décideraient? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que, notamment depuis la décision des Britanniques, depuis le Brexit, quand on demande aux citoyens européens s'ils veulent rester dans l'Europe, quand on leur demande s'ils veulent garder l'euro, ce chiffre augmente. Et donc le soutien à l'Europe, le soutien à l'euro progresse. On l'a vu dans l'élection présidentielle française d'ailleurs. Les partis qui prônaient la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro n'ont pas réussi à convaincre. D'accord. C'est quoi l'avenir de l'euro pour vous? Comment vous voyez l'euro dans les années qui viennent? C'est une monnaie qui va être qui va être concurrencée par d'autres monnaies ailleurs dans le monde. C'est une monnaie qui va continuer à progresser. L'euro en tant que monnaie, c'est une des grandes monnaies mondiales. C'est la deuxième monnaie mondiale. La Banque centrale européenne vient d'ailleurs de sortir un rapport cette semaine sur le rôle international de l'euro, qui dit ce rôle a reculé un peu par rapport au dollar, notamment du fait de l'incertitude politique dans la zone euro. Mais on reste de très loin la deuxième monnaie mondiale, une monnaie qui est utilisée partout dans le monde, et notamment dans le voisinage de la zone euro, dans les pays de l'Est, dans les pays du sud-est de l'Europe. Mais l'euro, ce n'est pas seulement une monnaie, c'est un projet politique, c'est un projet d'intégration européenne, et c'est une manière qu'ont les Européens de se renforcer, de se coordonner pour faire une meilleure politique économique. Et ça, ce n'est pas terminé. D'accord. Pourquoi est-ce que vous venez ici aux rencontres à Aix-en-Provence, les rencontres économiques? Vous venez chercher quoi ici? Moi, j'y vais d'abord pour expliquer ce que fait la Banque centrale européenne, comme on le fait tous les deux, pour parler à un public qui est un public très vaste, très généraliste. Le risque pour des institutions comme la BCE, c'est de rester dans sa tour d'ivoire, de ne parler qu'à des spécialistes et finalement de se couper de ce que souhaitent les citoyens européens. Et donc il faut être au contact des gens, c'est ce qu'on fait ici. Et puis pour la BCE, qui est une institution européenne, on apprécie le fait que Aix est une rencontre qui est très internationale, où on ne parle pas seulement à des Français, mais à des Européens, à des Africains, à des Américains, et ça aussi c'est important, et à des jeunes. Ici, on aborde tout un tas de sujets, alors liés autour de l'économie, les rencontres économiques, mais en réalité, l'économie, on se rend bien compte dans les sujets qu'on aborde, ça touche des termes comme la santé, le progrès, les inégalités, l'environnement, évidemment. Pourquoi est-ce que les citoyens se sentent aussi éloignés de ces sujets-là? Enfin, en tout cas, le public auquel s'adresse Acropolis a tendance à croire que les rencontres économiques, c'est pas pour eux. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que ces débats sont souvent exprimés dans un langage qui est un langage très abstrait, qui est un langage très savant, qui est le langage des économistes, alors que les sujets dont on parle sont des sujets très concrets pour chacun. L'inflation, c'est le prix de ce qu'on achète tous les jours. La monnaie, c'est les pièces et les billets qu'on a dans la poche. C'est des sujets comme
est-ce qu'on va continuer à payer par carte bleue ou est-ce qu'on pourra payer entièrement en montrant son téléphone à la boulangère ou peut-être encore autre chose dans le futur. C'est ça aussi la monnaie. D'accord. Et ça, c'est des sujets concrets. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour aider notamment les jeunes, je pense, à s'intéresser à ces sujets-là? Vous avez des idées? Alors on essaie de le faire. La BCE va lancer quelque chose bientôt. Tout à fait. La BCE veut parler aux jeunes Ouais. pour les raisons que vous avez indiquées. On a par exemple un centre pour les visiteurs qui va ouvrir à Francfort. Alors il faut venir à Francfort, mais si vous venez chez nous à Francfort, c'est un très beau bâtiment au bord du Main, et on a un centre pour les visiteurs qui explique de manière très très concrète comment marchent les mécanismes économiques et monétaires. Et puis cette semaine, en partenariat avec les Journées économiques de Lyon, qui sont tous les ans en novembre, on lance un grand concours de vidéos pour tous les jeunes européens. En français, en anglais, en espagnol, en allemand. Et il s'agit de faire une vidéo de 2 minutes, qui parle d'un sujet qui intéresse la Banque Centrale Européenne. L'avenir de la monnaie, les banques, l'inflation, la régulation de la finance. C'est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans. Et si vous allez sur le site de la BCE, vous verrez le mode d'emploi. Et à la clé, il y a quelque chose à gagner, oui. À la clé, il y a 4 000 € et une invitation à Lyon pour venir présenter la vidéo en novembre lors des journées économiques. Une vidéo de 2 minutes sur ces sujets-là, franchement. Bon, ok, bah écoutez, on continue à en parler. C'est le challenge qu'on propose. Bon, bah écoutez, très bien. Merci Benoît Cœuré d'avoir accepté l'invitation d'Acropolis. Tous ces sujets-là, l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'euro, le rôle de la BCE, on continue à en parler sur Acropolis. Benoît Cœuré nous a présenté ces grandes lignes, mais on continue à en parler. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'était l'interview de Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne qu'on a réalisé hier. Benoît Cœuré, donc spécialiste en omelette, n'est-ce pas, qui nous a expliqué le mode de fonctionnement de la Banque Centrale Européenne, des mécanismes monétaires, etc. C'est une interview assez courte évidemment, mais c'était pas facile d'en faire beaucoup plus. Benoît Cœuré qui donc nous a parlé du Brexit, de la tentation du Frexit, évidemment parce que là aujourd'hui il est en train de parler dans une des conférences sur la question de la sortie des pays de l'Union Européenne et de l'Union Monétaire. Voilà, et à la fin, oui, il a annoncé que la Banque Centrale Européenne, mais c'est vrai, d'ailleurs il a dit qu'à Francfort on pouvait aller visiter la BCE, etc. C'est un truc qu'il faudrait qu'on essaye de faire un jour. Faudrait qu'on voit avec les copains de Stupid Economics, s'il y a moyen de taper un voyage à Francfort pour faire des lives depuis là-bas, pour parler de la BCE, ça peut être intéressant. Il faudrait qu'on voit comment est-ce qu'on peut organiser ça. Mais voilà, donc voilà, Benoît Cœuré qui a accepté de répondre à nos questions. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Il y a des économistes qui se sont pas pro-Europe, j'aimerais voir leurs arguments. Merci le chat. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des économistes qui sont pas favorables à ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait des rencontres d'économiques. Effectivement, chaque année, en même temps, à Aix-en-Provence, il y a des économistes qu'on appelle hétérodoxes qui organisent des contre-rencontres économiques pour avancer leur thème à eux. Parce que les rencontres économiques, d'Aix-en-Provence, ça ressemble à un espèce de mini Davos. C'est très libéral hein, comme type de discours qu'on entend. De toute façon, vous l'avez bien vu hein, ces derniers jours pendant les tables rondes. Encore qu'on verra cet après-midi enfin on verra tout à l'heure là dans quelques dizaines de minutes sur la France des 5 prochaines années. Donc voilà. J'ai envie de dire Acropolis au boulot. Bah, pourquoi? Benoît Curie? Non, Benoît Cœuré. Benoît Cœuré. Benoît Cœuré qui a accepté de répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous en pensez de cette interview de Benoît Cœuré? L'avenir de la monnaie c'est le Bitcoin, mais les banques n'en veulent pas forcément. Bah, le Bitcoin c'est pas une monnaie au sens de l'euro, le Bitcoin c'est une crypto-monnaie, c'est un mécanisme d'échange. Là justement ce qu'expliquait Benoît Cœuré c'est que la Banque Centrale Européenne s'occupe pas d'imprimer des billets. C'est pas un imprimeur la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne elle définit des taux directeurs, elle organise le niveau de liquidité en circulation dans les marchés européens et donc elle maîtrise le niveau de l'inflation, etc. C'est quand même des trucs un peu différents. Très intéressante cette interview, je ne connais rien à l'économie alors ça m'aide à comprendre. D'ailleurs existe-t-il des chaînes de vulgarisation d'économie sur YouTube? Oui, va regarder Stupid Economics. C'est des potes d'Acropolis qui font la chaîne Stupid Economics. Arnaud et Valentin, à qui je dis bonjour d'ailleurs. C'est assez cool comme chaîne, ça marche bien.
La vidéo avec les 4K à la clé. Oui, effectivement, il y a 4000 balles à gagner. La Banque Centrale Européenne vous permet de gagner 4000 balles si vous faites une vidéo de 2 minutes sur ces sujets-là. Franchement, les gars, j'ai envie de dire, sortez votre webcam. Hein. Et il y a la BD Economics, effectivement, t'as raison, Roudesque, d'en parler. C'est une super BD. Très très chouette. Je vous invite à l'offrir autour de vous et à vous la faire offrir pour votre anniversaire ou pour Noël. C'est une BD qui parle d'économie, mais de manière très bien faite, très intelligente, très rigolo. Donc voilà. L'interview était bien, je pensais pas que la BCE pouvait être aussi accessible. Elle est pas très accessible la BCE, on va pas se mentir. Hein. Si j'avais pas été aux rencontres économiques, j'aurais eu du mal à interviewer Benoît Cœuré. Mais voilà. Ça fait 2000 € la minute. Ouais, c'est bien payé, hein. C'est mieux payé que France Télévisions sur les programmes courts. Hein. euh... En tout cas, c'est un monsieur qui aime sa boîte. Il n'est pas dans une boîte, il est dans une institution. La Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, je me demande si Stupid Economics a fait une vidéo pour expliquer les mécanismes justement des taux directeurs et de décisions sur le mode de fonctionnement de la maîtrise de l'inflation. Parce que ça, c'est un sujet, moi je me souviens, je l'avais appris au lycée. Parce que je faisais des études ES, enfin j'avais fait un bac ES, et c'est un sujet qui m'avait fasciné, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Après je l'avais revu un petit peu après dans mes études, et c'est un mécanisme qui est hyper intéressant à comprendre dans son fonctionnement, pour ensuite faire rentrer ça dans une analyse critique, etc. T'as vu quand je fais court clairement, on voit le fond vert derrière. Et voilà. Pourquoi vous faites pas cette vidéo chez Acropolis? De quoi tu parles, Jojo? On est sur Acropolis là? Ah, la vidéo des 4000 balles! Ah, il parle de ça depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? On fait une vidéo à 4000 balles? Il y a Sylvain qui va faire une vidéo de son côté. Ouais, c'est ce que je dis, aime sa boîte, son institution. Oui, non, mais j'ai compris, Goyom. Ouais, je sais. Je sais, il est 12h20. Bon bah voilà, chers amis, ça c'était l'interview de Benoît Cœuré. Maintenant je vous propose, vous ne bougez pas, vous restez sur Acropolis et on va regarder une deuxième interview que j'ai réalisée également hier. C'est une interview de Pervenche Berès. Est-ce que vous savez qui est Pervenche Berès? Attendez, excusez-moi, il y a juste un truc sur l'écran là qu'il faut que je retire. Bref. Vous savez pas qui est Pervenche Berès? Eh ben ne quittez pas, regardez interview de Pervenche Berès tout de suite. Salut à toutes et à tous, de retour sous le cagnard d'Aix-en-Provence, toujours depuis les rencontres économiques. Et aujourd'hui, nous recevons Pervenche Berès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne, vous avez été présidente notamment du groupe socialiste, vous avez également été présidente de commission. C'est une institution que vous connaissez bien, le Parlement européen, puis les questions européennes d'une manière générale. Et les questions européennes, les gens qui regardent Acropolis en ont beaucoup entendu parler via l'émission L'Europe, mais aussi pendant tout le débat présidentiel. C'était un débat très européen, le débat présidentiel en France. Comment vous l'avez vécu, vous? Bonjour, d'abord merci de me recevoir à Acropolis. Bravo pour le travail que vous faites. Non, moi je suis très contente que l'Europe était au cœur de cette campagne. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là, parce que après la campagne, il faut la mise en œuvre. C'est vrai que Mme Le Pen a renoncé à l'abandon de l'euro. Ça dit quelque chose sur l'attachement finalement des Français à cette monnaie qui est un élément fort de la construction européenne. Mais elle a fait par ailleurs campagne sur des thèmes très protectionnistes, très anxiogènes vis-à-vis de l'Europe. Mais vous diriez que l'idée européenne a progressé pendant cette campagne? En tout cas, le président Macron a reçu un mandat européen. Oui, et il l'a rendu, et il a fait une campagne. Moi, je n'ai pas partagé du tout l'ensemble de ces thèmes de campagne, mais reconnaissons qu'il a voulu conjuguer une vision de l'avenir de la France avec l'engagement européen. Et le meilleur symbole de ça, c'est évidemment l'hymne à la joie le soir de son élection. Qui a retenti le soir de son élection, c'est vrai. Et qui a provoqué chez nos partenaires une très grande fierté. Hein. D'accord. Ça a été bien vu à l'étranger. Nous, on l'a vu très en France. Et... Oui, mais parfois, il faut regarder aussi le regard que les étrangers mais justement, ça m'intéresse, du coup, je vous pose la question. Sur la France. D'accord. Et ça a été très bien vu. Après, c'est un chantier immense avec beaucoup de défis. J'imagine qu'on va en parler. Bah oui, évidemment. Mais il faut s'y engager avec détermination. Comment est-ce qu'on peut démocratiser l'Europe ? Si tant est que ce soit possible et enviable, je ne sais pas si vous partagez cette idée de démocratiser l'Europe, mais comment on pourrait faire ?
Le Parlement européen est une enceinte démocratique, élue au suffrage universel par l'ensemble des Français qui participent à l'élection. Mais c'est vrai qu'il y a des défis majeurs, et notamment dans les domaines de mon expertise, qui est celui de la politique économique. On ne peut pas avoir des budgets des États membres qui sont surdéterminés par un débat européen qui est mené dans les conciliabules de l'Eurogroupe ou du Conseil des ministres des Finances. Ça, c'est une chose qui doit s'arrêter. Et d'ailleurs, au-delà de ça, lorsque l'Union européenne intervient dans un pays en crise, comme au Portugal il y a quelques années, ou toujours la Grèce, c'est un engagement qui est fait sans débat sur la nature du mandat qui est porté par les institutions européennes. Ça ne peut pas exister en démocratie. Donc il faut un débat européen, il faut un lien plus fort entre les Européens et leurs institutions? Oui, et puis il faut un pouvoir plus fort des institutions, là où la réalité du pouvoir s'organise. Alors à propos de pouvoir des institutions, vous avez parlé de l'euro tout à l'heure. Emmanuel Macron a proposé la création d'un parlement de la zone euro. Alors je rappelle, pour ceux qui nous regardent, que l'Union européenne fonctionne avec son parlement, ses institutions, sa commission. Mais au sein de l'Union européenne, il y a aussi l'eurozone, comme on dit, la zone euro, qui sont les pays membres qui partagent la monnaie euro. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre de la démocratie parlementaire au sein de la gestion de la monnaie commune? Il y a déjà des éléments de démocratie, on n'est pas tout à fait dans un système adémocratique, mais il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin parce qu'il faut qu'on ait plus de moyens de profiter tous ensemble de l'euro. Et donc il faut parfaire l'euro. Et les prochaines étapes pour parfaire l'euro, c'est par exemple d'avoir un budget de la zone euro. Et qui dit budget d'un espace suppose contrôle parlementaire. Donc l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Mais qui dit budget dit politique commune, du coup, politique économique de la zone euro? On avait même parlé d'un ministre commun de la zone euro de l'économie. Je crois que tout ça fait partie des propositions qu'il faut porter avec la réforme dans chacun des États membres, bien sûr, pour que chacun soit armé pour faire face aux défis qui sont ceux de demain. Mais on a besoin, vous savez, quand on a fait l'Union économique et monétaire, on a une politique monétaire qui est totalement intégrée, totalement fédérale. Et la politique économique, elle dépendait de chaque État membre. Et on a dit, bah oui, mais puisqu'on a la même monnaie, il va falloir coordonner. D'accord. Et la coordination, finalement, ça ne marche pas terrible. Ça marche pas très bien. Bon, alors une fois qu'on a reconnu ça... Donc d'une certaine manière, le verre était dans le fruit depuis le début, on n'est pas allé au bout. Il aurait fallu en fait créer une monnaie, créer une politique commune d'entrée de jeu peut-être. On a fait la méthode européenne, c'est-à-dire une méthode des petits pas. Oui. Et on a vécu dans une ambiguïté créatrice jusqu'au moment où on touche les limites de cette ambiguïté créatrice. Et c'est le moment, je crois, dans lequel nous sommes. D'accord. À propos de petits pas, il y a un autre sujet qui avance à tout petits pas depuis très longtemps, c'est la question de la défense. La question de la défense qui devient de plus en plus prégnant avec l'actualité en Syrie, au Sahel également. Quel est l'avenir pour vous de ce débat? Vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Je crois que ça fera partie de la grande négociation franco-allemande qui s'engage. Et ça fait partie des atouts incontestables de la France. Aujourd'hui, après le Brexit, la France est le seul pays à avoir une véritable politique de défense. Ça fait partie de ses atouts dans la négociation. Parce qu'on sait que l'Allemagne est plutôt frileuse sur l'idée que l'Europe est une politique de défense. On sait que la France, on l'a vu ces dernières années, est plutôt engagée à l'étranger. Vous pensez que Merkel et Macron... C'est un thème qui fait débat en Allemagne. C'est vrai, d'accord. C'est directement au cœur de la campagne électorale, avec des vues différentes. Donc ça peut bouger, on peut voir des... Là, je pense qu'il peut y avoir des évolutions, parce que la question du terrorisme ne peut pas être réglée que par une amélioration de la lutte contre le trafic des armes et des circulations des terroristes au sein de l'espace de Schengen. Il y a une donnée extérieure qui est clairement là. D'accord. On a vu aussi on voit toujours malheureusement des drames humains se nouer en Europe ou aux portes de l'Europe. Je pense à la crise des réfugiés qui continue à mourir en Méditerranée. Il ne faut pas dire la crise des réfugiés, il faut dire l'afflux de réfugiés. L'afflux de réfugiés, d'accord. L'afflux de réfugiés et les persécutions d'homosexuels en Tchétchénie, ces deux exemples récents. On n'a pas un peu l'impression que l'Europe est impuissante face à ces défis? Elle ne peut pas rester impuissante et elle doit parler d'une voix. Et je crois que la question de savoir comment est-ce que l'Europe défend ses valeurs est une question absolument essentielle. Vous savez, la caractéristique de l'Europe à l'échelle mondiale, c'est quand même d'être un espace
d'une profonde démocratie. Et donc l'Europe, pour se défendre elle-même, pour que chacun de ses États membres puisse se défendre, doit défendre les valeurs démocratiques. Et donc la question des droits des homosexuels en Tchétchénie est évidemment une question sur laquelle nous devons nous mobiliser. Sur la question des migrations, il y a eu la question grecque qui a été traitée de manière plus ou moins satisfaisante. Aujourd'hui, avec la reprise des flux migratoires entre la Libye et l'Italie, la question de la frontière entre la France et l'Italie est posée. Et c'est vrai que là, le président Macron est devant un vrai défi, parce que nos amis italiens qui sont en première ligne attendent des signes de solidarité qui, je crois, leur sont dus. D'accord. Vous parliez d'espace de démocratie. Le Parlement européen est le meilleur exemple, vous le disiez tout à l'heure, de la démocratie européenne, avec toutes ses imperfections, mais elle est là. On a vu au Parlement français une vague de nouveaux élus arriver, les fameux En Marche. On a parlé de société civile, on a parlé de renouvellement, de parité, etc. Vous pensez qu'une telle vague peut arriver au Parlement européen aussi? Je ne peux pas vous dire. Hein. C'est dans 2 ans, dans le calendrier politique, c'est dans une éternité. Mais d'accord. C'est quelque chose que vous souhaitez, un renouvellement au niveau du Parlement européen? Moi, je souhaite qu'il y ait un parti socialiste bien représenté au Parlement européen, parce que je pense que, y compris pour que le président Macron réussisse, il a besoin d'interlocuteurs socialistes forts. D'accord. Et c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle européenne. D'accord. Pourquoi est-ce que vous venez ici aux rencontres économiques à Aix-en-Provence? Qu'est-ce que vous venez chercher et rencontrer? C'est un formidable moment d'échange, hein, parce que se mêlent des académiques, des entreprises, des responsables politiques. Et il y a une densité, un peu comme un séminaire sur 3 jours, qui permet de croiser les regards, les disciplines, et qui fait qu'on on apprend beaucoup. Et puis moi-même, je porte mon propre message. Que vous êtes venu défendre ici à plusieurs... Et je défendrai, dans cette session, je participe à un débat sur l'euro et la création de richesses. Je crois que c'est un sujet qui, d'une certaine manière, quand même, intéresse beaucoup les Français. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, une dernière question peut-être un peu ouverte pour finir. Hier, on a commenté ensemble une table ronde, une session sur une question intéressante. Le monde progresse-t-il? D'après vous, Pervenche Berès, est-ce qu'on peut dire que le monde progresse? Par rapport à quand? Sur quels critères? L'économie chinoise, brésilienne, indienne émerge d'une situation où ils étaient considérés comme des pays sous-développés, c'est un progrès manifeste. La question aussi, c'est qu'est-ce que vous mettez comme curseur du progrès? Si le progrès, c'est la croissance, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui, moi, va m'obnubiler. Parce que je ne crois que derrière l'enjeu de la croissance doit être posée celle du développement soutenable et donc du respect par chacun de l'engagement pris lors de la conférence de Paris pour que nos économies contribuent à ne pas augmenter de plus de 2 degrés la température de la planète. Donc ça, c'est un premier élément. Pour moi, le progrès dans les années à venir, il se jugera à l'aune de la capacité à contribuer à ça, au respect du moins 2 degrés dans le réchauffement climatique, et puis à la réduction des inégalités. Car sinon, il n'y aura pas de progrès. D'accord. Merci beaucoup, Pervenche Berès, d'avoir accepté notre invitation. On continue ce débat sur toutes ces questions, monnaie, défense, Europe, démocratie au sein de l'Union européenne. C'est des débats qu'on va suivre ensemble pendant les années qui viennent sur Acropolis. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci. Voilà, Pervenche Berès, la députée européenne socialiste qui a accepté mon interview hier. J'étais très content qu'on puisse échanger rapidement avec elle sur ces questions de démocratie au sein de la zone euro, proposée par Macron, l'idée d'un parlement de la zone euro, les questions de défense, la question des réfugiés. Et voilà, c'était assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le but du jeu, c'est évidemment c'est pour ça qu'on le diffuse aujourd'hui, hein, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez. C'est toujours difficile pour moi de faire des interviews comme ça qui ne sont pas en direct parce que du coup, j'ai pas vos réactions, je ne sais pas exactement ce que vous en pensez. Et là j'ai vu dans le chat vous parliez de la notion de crise. Elle veut pas qu'on parle de crise de réfugiés, elle veut qu'on parle d'afflux de réfugiés. J'ai pas bien compris pourquoi, mais peu importe à la limite la question. Ce qu'elle a dit était intéressant sur l'idée que Macron est face à un choix, un dilemme important sur la question de la solidarité avec les pays comme l'Italie et la Grèce, sur cette question de l'afflux de réfugiés. Donc voilà. Pervenche Berès, c'est une députée européenne, donc elle a été tête de liste socialiste en Île-de-France. Elle a été présidente du groupe socialiste au Parlement européen et elle a été présidente de la commission
des affaires économiques du Parlement européen et elle a aussi été présidente de la commission des affaires sociales, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, bravo l'équipe d'Acropolis, vous testez des trucs, c'est cool. Bah écoute, Juka, on fait ce qu'on peut et j'espère que ça vous plaît surtout. J'espère que ça vous donne un peu de fuel pour qu'on continue nos discussions sur le chat d'Acropolis. Je sors de cette interview en me disant que je voterai pas pour la madame aux prochaines européennes. Ah bah très bien, tant mieux. Mais moi j'espère que t'as compris pourquoi. C'était bien, les questions sont bien pour moi, ok. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interview de Pervenche Berès? Dans 5 minutes, on est en direct hein, de la session sur la France des 5 prochaines années, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Mais voilà, je voulais vous diffuser ces deux interviews. On a eu Benoît Cœuré juste avant, membre du directeur de la Banque Centrale Européenne, donc qui représente l'institution un petit peu, vous l'avez vu. Et ensuite, Pervenche Berès, qui elle est une politique, une vraie, membre du Parlement Européen, qui est venue donner son opinion sur ces sujets-là. Pas celle que j'ai trouvé le mieux, mais votre investissement reste bien. Merci Darkponey, c'est sympa. C'est super. Pour le mot crise, je pense qu'elle veut pas qu'on stigmatise le migrant. Ah ouais. Ah c'est peut-être pour ça, ouais. Crise des migrants, il y a un côté pointage du doigt. Les migrants nous mettent dans la crise. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, à la limite, on s'en fout hein, du mot qu'on utilise pour désigner le problème. Classique socialiste type Hollande, dans tous les mots, rien dans les actes. Tout dans les mots, rien dans les actes. Bah je sais pas. Pervenche Berès. Bah après elle est parlementaire, hein. Pervenche Berès elle est pas ministre ni présidente. C'est un produit du système, elle diffuse la propagande qu'elle a bien appris. Alors pour le coup, Pervenche Berès c'est pas vraiment un produit du système, c'est un peu plutôt l'inverse, c'est-à-dire que elle est au Parlement européen depuis 94. Et c'est plutôt une des personnes qui a essayé autant que possible de construire l'Europe. Le truc c'est que les interviews comme ça reste un peu superficiel, c'est un peu dommage. Bah ouais non mais c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir le chat en même temps, mais c'était pas possible. C'est elle qui a écrit la propagande. Propagande. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'elle dit sur l'approfondissement de la démocratie européenne? Il est difficile que la politique européenne sans opinion publique avec des appuis politiques essentiellement nationaux. Bah, c'est ce qu'elle disait, ouais, c'est ce qu'elle disait sur la cohérence de l'union monétaire et de l'union des politiques économiques. C'est qu'en gros la technique des petits pas, la technique européenne fait qu'on crée une monnaie commune mais on continue à avoir des politiques économiques nationales, avec du coup des divergences absurdes entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, etc. Elle n'en veut pas de quoi? De démocratie? Elle a dit précisément l'inverse. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon écran qui gêne? C'est toi qui gêne? Ah! Excusez-moi, je parle à Sylvain. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, on était en train de débriefer l'interview de Pervenche Berès. Donc encore une fois, elle sera disponible sur YouTube, donc vous pourrez mettre des commentaires si vous le voulez. Vous dire ce que vous en pensez. En tout cas, dans quelques minutes, on sera en direct de la dernière session. Sauf que chaque pays a un niveau de développement différent, ne peut donc pas appliquer la même politique à tout le monde. Un niveau de développement différent. Ouais. Ouais, mais après, les économies sont imbriquées, c'est ça le truc. Et d'autant plus que la monnaie est partagée. C'est un peu ce que disait Benoît Cœuré ce matin sur la métaphore de l'omelette, hein. Ces propositions sur la démocratie nous dirigera vers des États fédérales. Non, vers une fédération européenne, tu veux dire. Un des problèmes de la visibilité du débat au Parlement européen et dans les commissions, beaucoup pensent qu'il n'y a pas de démocratie parce que ce n'est pas transparent. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis Thibaut, parce que en même temps, le Parlement européen est aussi transparent que le Parlement français. Bien, probablement pas suffisamment, mais je veux dire, il y a des réunions de commission, il y a des bilans, c'est ouvert aux médias, il y a des journalistes partout.
C'est commenté en direct sur Acropolis dans l'émission L'Europe, l'Europe, l'Europe. Donc c'est intéressant. Elle est pour plus de démocratie et plus de pouvoir au Parlement européen, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Transparent peut-être, visible non. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Thibaut. Mais après, ça passera pour la propagande, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Faut être cohérent. C'est-à-dire, on peut pas demander de la transparence. Et quand on regarde, de dire, bah, en fait, vous nous recrachez de la propagande, en fait. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est la cohérence du truc. Mais bon, après, nous, on fait ce qu'on peut, hein. On diffuse sur Acropolis, on commente en direct le Parlement européen pour essayer d'avoir justement de la transparence, de la visibilité de là-dessus. Mais ouais. T'as vu la galère pour expliquer comment fonctionnent les européennes? Ouais, ouais, non, mais c'est vachement compliqué. Quand tu regardes le JT, on en parle beaucoup moins du niveau européen. Ouais, parce que les médias sont essentiellement nationaux. À part Acropolis. Si on met plus de pouvoir au Parlement européen, ça donne moins de pouvoir à l'Assemblée nationale. C'est plus compliqué que ça au FU, c'est pas un transfert de Parlement à Parlement, c'est une question de niveau. C'est que si tu retires du niveau national, tu en donnes plus au niveau européen, que ce soit parlementaire ou gouvernemental. Acropolis, c'est de la propagande. Ah, toujours. Le sentiment de non-démocratie, c'est aussi que les gens aiment bien ne pas se renseigner. Rester ignorant, ça permet de trouver des explications simplistes au fonctionnement du monde, et ça, c'est très dans l'air du temps. Ah, je sais pas. Enfin, oui, 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 peut-être des nets, mais je sais pas. Je trouve ça très pessimiste comme idée que les gens aiment bien ne pas savoir. Je pense pas. Je pense que les gens préfèrent toujours savoir que ne pas savoir. Sinon, il y aurait personne sur Acropolis. Bah ouais, sinon personne ne regarderait ce live. Vous êtes la preuve vivante. Vous êtes des millions. Ah là là. Est-ce que vous avez des émissions qui aideraient à mieux comprendre comment les institutions fonctionnent un peu dans le détail? Car vous vulgarisez, c'est super bien, mais il faut un peu glaner les infos au fil des vidéos. Enfin, c'est mon impression, je peux me tromper. Non, t'as raison, Jucar, mais effectivement, la méthode d'Acropolis, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais pas te faire une vidéo qui va durer 3 heures, je vais pas te faire un cours magistral sur le fonctionnement de l'Union Européenne, parce que sinon ça va être chiant, tu vas pas regarder, et personne va regarder, et de toute façon, c'est des contenus qui existent déjà ailleurs. Je suis sûr que tu vas sur le site du Parlement Européen, tu peux trouver des documents chiants comme la pluie, etc. Non, sur Acropolis, on apprend en marchant, on apprend en regardant. On apprend, bah, par exemple, avec l'interview de Pervenche Berès, là, voilà, vous avez entendu une députée européenne. Il ne faut pas les regarder les médias nationaux. Oh non, faut pas dire ça non plus. Parce que si tu regardes que le Europarl TV, tu vas te faire chier, hein, c'est moi qui te le dis. Moi je regarde Acropolis pour voir Jennifer et Jean, je m'en fous de la démocratie. C'est pessimiste, mais c'est pas tout à fait faux, on préfère toujours les simplifications, je suis plutôt de l'avis de Denet. Bah toi, Denet et toi, vous préférez le simplisme? Là, j'ai pas l'impression. Je reviens sur la BCE, quelle est son autorité versus le FMI? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La BCE, c'est une banque centrale qui maîtrise enfin, voilà, qui maîtrise le taux d'inflation en régulant la quantité de liquidité en circulation dans l'économie via la maîtrise des taux d'intérêt. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, le Fonds monétaire international, c'est très différent. Le Fonds monétaire international, il fait de l'intervention, il fait de l'investissement public. C'est voilà comment dire, la BCE, c'est une institution économique. C'est une institution pas économique, mais c'est une institution ouais, politique. Alors que le FMI, c'est une force d'intervention internationale, tu vois, c'est un peu différent. C'est Juncker, le président de la Commission européenne. Oui, le FMI, c'est un organe de propagande américain. Si tu veux. Si tu peux. On parlait de simplisme tout à l'heure. J'ai vu que certains veulent bouger le Parlement européen à Bruxelles comme le groupe PPE. Est-ce que c'est vrai? Le Parlement européen est déjà à Bruxelles, les enfants, les amis. Ah. Le Parlement européen est à Bruxelles et à Strasbourg. Et il est question depuis longtemps de déménager le Parlement européen de Strasbourg pour tout mettre à Bruxelles et arrêter d'être sur deux sites. Il y a Sylvain qui veut me dire quelque chose? Ouais, on a un tout petit peu de retard sur la session, mais c'est pas grave, on continue à discuter. Moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit pendant le dernier congrès. Un mec vieux a dit lors de son discours, je sais plus qui c'est, désolé, que ça fait 45 ans qu'il était député
Et toi, t'as trouvé ça scandaleux qu'il s'en vante. Tu trouves ça vraiment choquant que quelqu'un soit fier d'avoir consacré sa vie à son pays? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Dark Poney. Non, c'est la question du renouvellement. La question c'est celle du renouvellement, la question c'est pas du jugement individuel de chacune des personnes qui a consacré sa vie à être élu. C'est juste que la notion même de carrière politique, de carrière élective, c'est un truc qui a évolué au cours du temps. Et effectivement, tu as eu pendant des décennies, tu avais des gens comme Aristide Briand qui a fait plus de 30 ans de sa vie au gouvernement, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui justement, les questions de démocratisation, on parlait de démocratie tout à l'heure, le fait que ce soit toujours les mêmes personnes, mais c'est un peu la question que j'ai voulu poser à Pervenche Berès, hein. C'était un peu méchant de ma part de lui poser à elle, parce qu'elle elle est députée européenne depuis 94, tu vois, ça fait depuis que j'étais tout petit. Elle a toujours été dans le circuit. Mais c'est la question du renouvellement. Mais j'avoue être assez pessimiste. Non, y a pas de problème des nets, t'inquiète, on s'en fout, l'important c'est qu'on en parle. Attention de ne pas confondre simplicité et simplisme. Vas-y Guillaume, explique-nous la différence entre les deux. Strasbourg tient trop à ses institutions, c'est son argument fatal. Salut Inès, non je pense pas que ce soit la ville de Strasbourg qui tient à son institution, par contre c'est la France, oui, la France ne veut pas qu'une institution qu'on a sur le territoire national quitte le territoire et aille en Belgique. Acropolis, je suis persuadé que si tu demandes à la plupart des gens comment fonctionne ou que fait le Parlement européen, je pense que tu verras un grand vide dans leurs yeux. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas que le Parlement européen, c'est pareil pour tout, hein. La Banque Centrale Européenne pareil, la Commission Européenne pareil. Jean, qui tu vas inviter pour l'été? Tu veux pas nous donner le programme de cet été? Non, non, je peux pas vous donner le programme de cet été parce que même je le connais pas. Ce que je sais, c'est que Acropolis sera en vacances à la fin du mois de juillet. Donc pour l'instant, on va commenter ensemble. Demain, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain en direct sur Acropolis. On va commenter la séance publique au Parlement à l'Assemblée nationale en France sur l'habilitation des ordonnances sur la loi travail. On va retrouver les députés de la France Insoumise qui déposent des amendements, etc. On verra ça demain en direct sur Acropolis. C'est demain après-midi, je crois, à partir de. Je sais pas, vous verrez, regardez sur la programmation d'Acropolis. Pourquoi y a-t-il deux lieux pour le Parlement européen? Ah bah parce que précisément l'Europe n'est pas un pays, c'est plusieurs pays. Et puis c'est le fruit de l'histoire, hein. Est-ce qu'on verra aussi un jour des économistes atterrés? Ah, on les a déjà vus plusieurs fois, ouais. Si les économistes atterrés vous intéressent, je vous invite à regarder des vidéastes comme Usul par exemple. Si vous connaissez pas, il y a qui d'autre qui parle des économistes atterrés? Il y en a plein, hein. Plein, plein, plein. Bah Usul c'est le meilleur, c'est pour ça que je pense à lui spontanément. Voilà, bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent, hein. Je vous rappelle qu'on attend le début de la conférence, de la conférence de la session, pardon, sur la France des 5 prochaines années, en présence notamment de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Donc voilà, on va écouter le ministre de l'économie nous faire un exposé sur la politique qu'entend mener le gouvernement. Et je rappelle, comme je disais tout à l'heure, que le journal du dimanche qui est paru aujourd'hui fait un dossier spécial sur impôts qui va changer sous Macron parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites ces derniers jours sur la politique fiscale du gouvernement. Donc voilà. Je pense que maintenant que les institutions y sont, la ville de Strasbourg tient à les garder. Ça a des avantages économiques non négligeables. Ah non, 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 non mais ça c'est certain que la ville de Strasbourg ne veut pas que le Parlement parte, ça c'est évident. Mais c'est pas la ville de Strasbourg qui pèse dans la négo, si tu veux. C'est à 16 h demain, ok, merci à vous. Une idée simple n'est pas forcément simpliste et sinon je n'irai pas disserter 4 heures. T'inquiète Goyom. Ah là là. Bon, on attend que ça commence, il y a quelques minutes de retard, mais ça devrait aller. De toute façon, à mon avis, d'ici une minute ou deux, ça va commencer. C'est marrant quand je fais ça, t'as vu, on voit le bouchon de la bouteille qui passe. Usul, c'est le meilleur, je le savais, tu es un anarcho-communiste bobo responsable de 150 milliards de morts. Un gros bisou à Usul, hein, s'il nous regarde, il sera content. Voilà. Pour résumer la politique fiscale, les taxes tout de suite, les allègements de taxes en 2022.
Alors pas du tout, je t'invite à lire le journal du dimanche, tu verras que c'est très exactement l'inverse, tu as une double page dedans sur la baisse des impôts avec Gérald Darmanin, vous savez Gérald Darmanin c'est le ministre du budget, faire des comptes publics machin, et qui explique parce que Édouard Philippe a annoncé hier qu'il allait baisser 7 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Allez, on est en direct de la session, on se met un générique dans les oreilles et on se retrouve tout de suite, à tout de suite. Voilà, on est en direct d'Aix-en-Provence où Françoise Benamou, l'économiste qu'on a déjà reçu sur Acropolis, est en train d'introduire cette session sur la France des 5 prochaines années. On l'écoute. L'expression employée par Florence Aubenas en ouverture de nos rencontres. Merci. Ah, c'est con, elle vient de finir son propos. Françoise Benamou, c'est une économiste qu'on a déjà reçue en plateau sur Acropolis pour faire une interview avec elle. Merci Françoise, vous l'avez compris, autour de cette table, des représentants de ceux qui vont nous assurer cette prospérité dans les 5 prochaines années. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, François Sivignon, qui préside Médecins du Monde, Benoît Potier, le président d'Air Liquide, et Jean-Baptiste Rudel, le président de Criteo. Alors Bruno Le Maire, Françoise Benamou a évoqué la confiance comme facteur de prospérité. Le président Macron l'a obtenue, vous êtes son ministre de l'économie. Comment comptez-vous la transformer en prospérité? Routel Krief, la journaliste de BFM TV, qui va animer cette table ronde et qui passe la parole direct au ministre de l'économie, qu'on va écouter. Merci Routel Krief. Moi je constate d'abord que face au populisme dont vous parlez, face à la colère de beaucoup de citoyens, là où les Américains ont choisi Donald Trump, là où les Britanniques ont choisi le Brexit, la France, elle a choisi l'espoir. Elle a choisi le renouvellement. Et je pense qu'on peut être tous fiers. Applaudissements dans la salle aux rencontres économiques. Au moment où Bruno Le Maire parle de renouvellement et d'espoir à propos évidemment de l'élection de Macron, vous l'aurez compris. Un motif de fierté, quelle que soit son opinion politique. Je tiens à vous dire aussi que je suis très heureux de vous retrouver ici. Je sors tout juste du G20 de Hambourg et je dois vous confesser que votre assemblée me semble un peu plus cool que celle du G20. Et il parle du public d'Acropolis. Les Français sont considérables en matière économique. Et je pense que Emmanuel Macron a été élu justement pour porter une transformation en profondeur de la société française et de la nation française. Et comme ministre de l'économie et des finances, mon rôle est justement d'accomplir sur le champ économique cette transformation en profondeur de l'économie française pour qu'elle crée plus d'emplois et qu'elle crée plus de prospérité pour tous les Français, sans exception, pas pour une partie des Français, ceux qui ont réussi, ceux qui ont leur place au soleil, mais pour tous les Français, sans exclusive. Alors, une économie pour tous les Français, comment ça va, qu'est-ce qu'il va faire Bruno Le Maire? Le président de la République, avec le Premier ministre, elle est totale. En matière économique, nous voulons aller vite, nous voulons aller loin et nous voulons aller fort. D'accord. Aller vite, d'abord, ça ne veut pas dire faire des bêtises. Hein. J'entends ce matin, en allumant ma radio, en ouvrant le journal, que nous voudrions taxer le livret A. Il est hors de question de taxer le livret A. Je ne sais pas d'où sort cette... Voilà, Bruno Le Maire qui commence par débunker une histoire de taxe sur le livret A. Il n'y aura pas de taxe sur le livret A, le livret d'épargne, je le rappelle, préféré des Français, le livret A. Vous pouvez compter sur moi pour tuer le plus vite possible ce genre d'idées. Aller vite, c'est d'abord régler un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser en France, en Europe. Et je tiens à dire que depuis quelques semaines, nous avons réglé ou nous sommes en train de régler un certain nombre de difficultés. Nous avons réglé le problème de la dette grecque. Ça a l'air de rien, mais c'est des centaines d'heures de négociations pour arriver le 16 juin dernier à un accord sur la dette grecque. Nous avons réglé un certain nombre de difficultés industrielles et nous sommes en train de régler, en tout cas je l'espère, nous y mettons tous les moyens nécessaires, le problème d'une entreprise, GMS, à la souterraine, dans la Creuse. Et c'est un point symbolique parce que c'est la preuve de notre détermination à ne laisser personne de côté. Bruno Le Maire qui fait référence à l'affaire GMS dont on a entendu parler dans les dernières questions au gouvernement sur Acropolis. Je vous invite à revoir le replay si vous voulez en savoir plus. Ça vaut le coup qu'on se batte pour sauver ces emplois et éviter la désindustrialisation dans ces territoires.
Nous nous sommes battus pour l'attractivité de la place financière de Paris. J'ai fait un déplacement à New York il y a quelques jours pour dire à tous les investisseurs américains, toutes les grandes banques... C'est vrai que pour la dette grecque, je vois pas très bien à quoi il fait référence quand il dit que ça a été réglé, mais il a semblé parler de l'accord du début du mois de juin dernier. Vous êtes les bienvenus à Paris, vous êtes les bienvenus en France. La finance n'est pas notre ennemi c'est le chômage. Voilà des éléments très concrets que nous donnons immédiatement. Ah, ça aussi ça plaît. La finance n'est pas notre ennemi. Ça change de François Hollande. C'est une référence évidemment à la phrase de François Hollande qu'il avait rendue célèbre, mon ennemi c'est le monde de la finance. Par ordonnance, pendant la campagne de 2012. Nous estimons qu'il n'y a pas une minute à attendre pour avoir un marché du travail qui soit plus souple, plus créateur d'emplois pour les entreprises. Et je rejoins ce qu'a très bien dit le vice-président de la BCE il y a quelques jours. Ce n'est pas parce que la croissance va un peu mieux, ce n'est pas parce que la Banque centrale européenne a une politique accommodante depuis plusieurs mois qu'il faut se dispenser de faire la transformation économique du pays. C'est au contraire parce que la politique de la BCE est accommodante et nous donne des marges de manœuvre. C'est parce qu'il y a un retour de la politique de la BCE accommodante, ça veut dire que les taux d'intérêt sont très bas actuellement. La transformation économique de notre ce qui est mauvais pour l'inflation, mais ce qui est très très bon pour l'investissement, parce que du coup c'est facile d'emprunter, donc c'est facile de financer des projets. En gros, c'est ça l'idée. Et Bruno Le Maire qui justifie le passage aux ordonnances pour la réforme du droit du travail en disant que le gouvernement veut aller vite. C'est vrai que les ordonnances, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer sur Acropolis, les ordonnances ça permet d'aller très vite. Je ne vois aucune contradiction entre la baisse immédiate des dépenses publiques à laquelle travaille le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et la baisse sans délai des impôts pour les Français et pour les entreprises. Je pense qu'on peut parfaitement s'engager dans ces deux directions. En deuxième lieu, aller loin. Je vois qu'il reste à peu près 2 minutes. Je vais déborder un tout petit peu, c'est promis, pas beaucoup plus de 2 minutes. Aller loin, c'est retrouver un esprit de conquête. Et là, je vais simplifier mon message à l'extrême. La vraie question économique, en France comme dans tous les pays développés, la vraie question économique, c'est la question éducative. Tout se jouera là. La formation, la manière dont les jeunes s'approprient les questions économiques, l'apprentissage, la formation professionnelle, le changement des métiers, le travail d'hier est mort. Le travail de demain sera un travail plus souple, un travail plus varié, un travail qui demandera un renouvellement professionnel permanent. C'est dans l'éducation que nous trouverons la réponse aux grands défis économiques du moment. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à construire, mais c'est aussi le défi le plus important. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de l'idée de Bruno Le Maire que le travail de demain sera plus souple et on aura des renouvellements professionnels permanents? Nous engagerons des cessions d'actifs de l'État dans un certain nombre d'entreprises. Ce n'est pas pour réduire la dette de l'État, c'est pour justement financer cette innovation de rupture dont nous avons besoin pour garantir que notre économie française demain sera bien une économie de l'intelligence, une économie de demain et pas une économie d'hier. Et je souhaite sur tous ces sujets ouvrir le débat, je le dis pour mon ami Jean-Hervé Lorenzi, il y a les rencontres d'Aix qui sont un beau moment de rencontre. Jean-Hervé Lorenzi, c'est le patron du Cercle des économistes qui organise les rencontres économiques. Associeront les chercheurs, les économistes, les chefs d'entreprise et qui seront l'hiver l'équivalent des rencontres d'Aix l'été. Ce sera peut-être moins chaleureux, mais ce sera tout aussi efficace. Un dernier message, juste. Une charmante demoiselle qui me dit « Stop, arrêtez-vous, taisez-vous ». Je me tais après. Il faut aller vite, il faut aller loin, il faut aller fort. Parce que je reviens au G20 de Hambourg, je peux vous dire que l'époque actuelle n'est pas une époque pour les faibles. Quand vous êtes face à M. Poutine, face à M. Trump ou face à M. C'est dur de dire des phrases comme ça quand tu es ministre de l'économie. Il est temps que l'Europe se ressaisisse. L'époque actuelle n'est pas une époque pour les faibles. Alors évidemment, il veut parler des pays, il ne veut pas parler des gens. Mais qu'elles doivent aux contribuables européens. Bruno Le Maire qui raconte qu'il revient du G20 à Hambourg. Je rappelle que ces derniers jours, il y avait effectivement le G20 qui a acté le départ de l'accord de Paris des États-Unis. Et que nous appliquions un principe de réciprocité et d'équité en matière de commerce mondial. Et il est temps enfin que la zone euro arrête de tergiverser et que les États membres de la zone euro, France et Allemagne en tête, comprennent qu'il est grand temps d'en finir avec une simple zone monétaire
pour en faire une vraie zone économique et une puissance face à la Chine, aux États-Unis. J'ai terminé, stop, je me tais. Voilà, Bruno Le Maire qui veut que la zone euro devienne une vraie politique économique commune. Ça c'est intéressant parce qu'on commence à peine un round de négociations entre Emmanuel Macron et Angela Merkel sur cette question-là précisément. C'est exactement ce que disait Pervenche Berès dans son interview tout à l'heure. De cette obligation. Benoît Potier, Air Liquide, une des grandes entreprises du CAC 40 évidemment. Vous avez comme devoir, comme entreprise, de nous apporter cette croissance et cette prospérité. Mais le G20, je rappelle que c'est le rassemblement des 20 plus grandes économies du monde, des dirigeants, des chefs d'État de ces 20 plus grandes économies du monde à Hambourg, et c'était Nicolas Sarkozy qui avait initié le premier G20 en 2008. Vous avez le souci d'une responsabilité supplémentaire, laquelle, comment? Merci. Alors c'est très difficile de passer après Bruno Le Maire avec un tel discours. Je vais essayer de me concentrer sur l'exercice qui requiert qu'on regarde plutôt les fonds marins que les vagues. Et je pense que c'est important. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder quelles étaient les grandes tendances sur lesquelles une entreprise comme la nôtre pouvait s'appuyer pour se projeter dans les... L'entreprise Air Liquide, c'est un des leaders mondial dans le gaz industriel. L'un ne va pas sans l'autre. Alors je retiendrai deux tendances qui forgeront, à mon sens, les prochaines années. C'est la tendance de la transition énergétique et climatique, je vais y revenir dans une seconde, mais il y en a une autre qui m'intéresse particulièrement aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la vie, c'est la qualité de la vie, c'est l'allongement de la vie. Et nous sommes un industriel présent sur ces deux secteurs, donc nous avons en fait des réflexions sur l'un et l'autre. Un point d'inflexion à signaler qui est évidemment omniprésent, c'est le digital. Et je voudrais juste en dire un mot. Ah, le digital. On a beaucoup parlé au cours de ces sessions du monde ouvert. Je crois que l'entreprise vit effectivement aujourd'hui dans un monde qui doit être beaucoup plus ouvert. Je vais essayer de donner quelques illustrations de ce que ça veut dire. Et puis deux atouts pour la France pour ces 5 prochaines années. Je réserve ça à la conclusion. Alors, transition énergétique et climatique, pourquoi est-ce que c'est une tendance de fond ? D'abord et avant tout parce que je pense que tout le monde aujourd'hui est soucieux des ressources, de la bonne utilisation des ressources qu'on doit essayer d'économiser, mieux utiliser, recycler. Donc il y a un vrai souci citoyen d'efficacité sur les ressources. Il y a un souci de santé et on a du mal à faire le partage entre les phénomènes de climat qui sont à long terme, qui en fait concernent 2040 et pour lesquels on dit finalement climat égale CO2. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est gaz à effet de serre, mais c'est en tout état de cause des politiques de long terme. Mais il y a aussi quelque chose qui est très court terme, c'est la qualité de l'air pour la santé. C'est-à-dire, de quoi parlons aujourd'hui? Beaucoup de particules, d'oxyde d'azote et de choses comme ça. Donc j'attire juste notre attention sur le fait que cette transition énergétique et environnementale, en fait, c'est un problème beaucoup plus global que les émissions de CO2. C'est un problème où il faut essayer de penser à long terme en se disant qu'est-ce qu'on veut avoir comme climat dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais également qu'est-ce qu'on veut avoir comme santé aujourd'hui. Nous sommes, nous, acteurs à la fois sur l'environnement et sur la santé. Alors, il y a beaucoup d'innovations qui sont possibles. Les entreprises sont extrêmement impliquées dedans. Et ce qui est intéressant, c'est finalement de voir qu'aux États-Unis actuellement, malgré le retrait des Américains de la COP de 21, en fait, les entreprises américaines sont engagées dans la transformation environnementale et investissent dans ces technologies. Donc on n'est pas... En fait, les entreprises se sont appropriées ce sujet et vont en faire un élément majeur des 5 prochaines années, en fait des 10 ou 15 prochaines années. Alors un petit exemple de ce qu'Air Liquide a fait, parce que je pense que c'est bon d'avoir des exemples, 2 minutes, d'accord. Nous avons en fait cette année, Jean-Hervé, je suis désolé, c'était à Davos, mais... On a créé ça à Davos, j'aurais dû le faire ici. Nous avons créé un Conseil mondial de l'hydrogène en rassemblant 15 entreprises privées mondiales, Japon, Corée, Allemagne, France, Royaume-Uni, bientôt États-Unis et Chine, pour prendre en fait une initiative pour aller dans le sens de la société hydrogène. Je ne vais pas faire de cours sur l'hydrogène, mais c'est en fait le stade ultime de l'énergie sans carbone, puisque par définition, il n'y en a plus. Désolé, on a une interférence, ce n'est pas du tout lié à nous ni à vous. Ça veut dire qu'on est prêt, nous. Benoît Potier, en tout cas, le PDG de Air Liquide, je rappelle, c'est une très très grande boîte qui fait du gaz industriel, qui explique à quel point, pour sa boîte, l'enjeu... Enfin, lui, ce qu'il explique en tout cas, c'est qu'il y a des horizons à long terme qui sont importants pour sa boîte. Il a parlé des gaz en termes de santé, des gaz à effet de serre, évidemment, 20% de la population française sur le réchauffement climatique. Et il a parlé de 2040, je rappelle que 2040, c'est la date qu'a donné Nicolas Hulot pour la fin de la vente en France de véhicules à essence et diesel. Extrêmement importante. Il faut donc
qu'on s'occupe de ce sujet-là. Ça, c'est une tendance, je dirais, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est les maladies chroniques, c'est la pression budgétaire sur les systèmes de santé, c'est le sédentarisme, c'est l'exigence des citoyens d'un meilleur bien-être. Donc, on a besoin aussi, là, de construire des approches un peu holistiques. Le point d'inflexion, c'est le digital. Alors, le digital, c'est... L'approche holistique, ça veut dire prendre en compte l'intérêt commun. Moi, je voudrais juste faire un point, c'est que c'est en train de rentrer, évidemment, dans les entreprises, mais il ne faut surtout pas en avoir peur, même si la question de l'emploi est une question qui va demander qu'on y réfléchisse. On n'a pas encore assez réfléchi au sujet. On ne sait pas si le digital en net va être fantastiquement créateur d'emplois ou en net destructeur d'emplois. Mon avis à moi, c'est qu'il va être créateur et pas destructeur. Mais ce qu'il faut bien voir, et on en a parlé dans les premières séances de DEX cette année, c'est qu'en fait, l'humain et le digital vont venir ensemble. C'est seulement par ce biais-là qu'on va y arriver. 70% aujourd'hui du travail à faire dans une entreprise pour créer un projet digital consiste simplement à nettoyer et à ordonner les données. Or ça, il n'y a que l'homme qui sait faire ça. Même si les algorithmes pourront le faire dans le futur, mais c'est ça le problème qu'on a à gérer. Des données, on en a, mais elles ne sont pas de bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en fait, on associe effectivement l'humain avec le numérique. Le dernier point que je voudrais faire, puisque mon temps est écoulé, c'est que je pense que la vraie transformation en mode de travail, c'est l'écosystème. Et là, je pense qu'il faut juste s'ouvrir, on en a beaucoup parlé, s'ouvrir au monde solidaire, s'ouvrir à l'environnement. L'entreprise doit aussi s'ouvrir aux autres acteurs économiques, aux universités, au gouvernement. Et donc, il y a un travail en fait collaboratif à faire pour ces 5 prochaines années qui me semble essentiel. C'est intéressant, c'est dommage qu'il n'ait pas pu aller un peu plus loin dans ce thème-là, Benoît Potier, sur l'ouverture des entreprises, des acteurs privés à d'autres acteurs. Il a parlé du monde solidaire, il a parlé du gouvernement. Vous avez évoqué le numérique, le digital. Jean-Baptiste Rudel, vous avez créé Criteo, je prédis, une grande réussite française qui veut concurrencer Facebook ou Google et qui est au Nasdaq, qui est très connu bien sûr. Vous avez écrit, on m'avait dit que ce serait impossible, vous l'avez fait quand même, mais est-ce que tout le monde peut le faire et est-ce que la prospérité des 5 prochaines années en France peut reposer sur le numérique? De quelle façon, en tout cas, on le voit. Ouais, les entreprises doivent s'ouvrir au gouvernement. C'est un peu la discussion qu'on avait avec Emmanuel Quiles de l'entreprise Janssen, qui elle fait des médicaments. Elle parlait justement du travail entre les entreprises, entre les acteurs privés et les pouvoirs publics sur la définition des médicaments. Jean-Baptiste Rudel, c'est le patron de Criteo. Criteo, c'est un des leaders de la comment ça s'appelle, le numérique, évidemment. Il y a beaucoup de la prospérité, du ciblage publicitaire sur Internet. L'avenir du numérique et de la création de valeur. Et en fait, il y a une vraie question, c'est de savoir quelle est la fraction de cette valeur future qui va être créée que l'Europe va pouvoir capter. Parce que pour mettre un peu les pieds dans le plat, aujourd'hui, il y a une archi-dominance des groupes américains, en particulier des GAFA. Et la question, c'est de savoir... Et le problème, c'est que ça tend à s'accélérer d'une année à l'autre. Ils ont une croissance qui est supérieure au secteur dans beaucoup de domaines. Et donc, on voit cette tendance et on dit où ça va. Alors, il y a la Commission européenne récemment qui a essayé de mettre le holà entre la différence entre la dominance... C'est quoi un GAFA? Les GAFA, c'est les grandes entreprises du secteur du numérique. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple. C'est ça, GAFA. Et Jean-Baptiste Rudel, lui, il représente Criteo, qui est c'est un acteur français qui fait face à ces grandes boîtes américaines. Et ce qu'il est en train d'expliquer, c'est comment est-ce que l'Europe peut faire face aux GAFA. GAFA européens. C'est vraiment ça qu'il nous faut. Et en fait, quand on y réfléchit, on a les talents, la recherche, les ingénieurs, les financements, tout est là. Donc il n'y a rien de structurel qui nous empêche de ça. Donc j'aimerais juste partager un certain nombre de pistes qui, j'espère, plairont au ministre parce qu'elles ne coûtent rien au budget de l'État en ces temps difficiles. Alors peut-être déjà un mot sur ce qui ne marche pas d'abord. Ce qui ne marche pas, c'est les plans calcul. Alors peut-être que c'est bien pour l'industrie lourde sur des cycles longs, mais là on est sur des cycles ultra courts. Donc on ne peut pas avoir un raisonnement top-down où l'État va décider de filières, de machin et distribuer de l'argent. Ça, c'est juste, on va juste gâcher de l'argent et en ce moment, il est rare. Donc, ce qui marche, c'est la logique bottom-up. Et en fait, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Il y a un modèle formidable qui s'est développé dans la Silicon Valley, que je connais très bien parce que j'habite là-bas depuis 2009. Et c'est ça qu'il faut aller répliquer en Europe.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? C'est un sujet très compliqué. Moi, ça fait 20 ans que je fais. Et en fait, c'est très difficile d'avoir le bon produit au bon moment. Si vous êtes trop tôt dans le marché, vous prêchez dans le désert. Si vous êtes trop tard, vous allez arriver après la bataille. Donc, en fait, pour que ça marche, il faut beaucoup de gens essayent. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que derrière un Google ou un Facebook, il y a des milliers d'entreprises américaines dont personne ne parle, des startups qui ont raté. Et c'est parfaitement normal. C'est comme ça que marche l'écosystème. Donc, il faut produire la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait beaucoup d'élites françaises et européennes qui veulent monter des startups au lieu d'aller aspirer dans les grands groupes ou l'administration publique. Donc heureusement, maintenant, il y a un vent très favorable et ça devient glamour de monter sa startup. Et il y a beaucoup de jeunes là, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Jean-Baptiste Rudel qui appelle à la création de startups plutôt que d'aller pantoufler dans les grands groupes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat? Vous pensez que c'est une bonne chose pour l'économie que des gens créent des petites boîtes? Il me reste que 2 minutes. Et donc, en fait, ce qu'il faut en plus de ça, c'est avoir les bons outils. Parce que même quand on réussit, même quand on a la bonne idée au bon endroit, c'est quelque chose qui arrive une fois sur 100. On a des cas en France, on pourrait citer Dailymotion ou Viadeo, où ils n'ont pas eu la réussite qu'ils espéraient. On dit, bah ouais, les Américains, ils sont plus forts. Mais en fait, scaler une boîte, il y a des bonnes pratiques, il y a des instruments aussi, et c'est ça qu'il faut faire. Il y a aussi des instruments juridiques et fiscaux qu'il faudrait améliorer en France et en Europe. Je pense notamment un truc très simple qui ne coûterait pas d'argent mais qui est un peu l'arlésienne, c'est qu'aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, vous créez une Delaware Company et avec ça vous pouvez opérer dans tous les US. Si on pouvait avoir l'équivalent d'une Delaware Company en Europe, si possible qu'il soit calé sur la Delaware Company, comme ça c'est plus simple pour les investisseurs. Pas besoin non plus de Le principe du Delaware Company, c'est que le Delaware, je rappelle, c'est un paradis fiscal, c'est un des États américains, c'est un paradis fiscal dans lequel vous pouvez créer votre boîte et bénéficier de taxes très très faibles et ensuite faire du business partout ailleurs aux États-Unis. Le Delaware, c'est un des États qui a inventé la concurrence fiscale entre États, et Jean-Baptiste Rudel qui plaide pour qu'en Europe il y ait pareil un paradis fiscal. Se barricade derrière les frontières, mais des entreprises globales où on prend le meilleur du tout, mais on va avoir les bons instruments pour ça. Et donc j'espère beaucoup que le vent nouveau qui souffle actuellement va agir. Moi, je vois tous les jours des entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec il y a 5 ans. Ils ont une niaque incroyable et ils veulent vraiment conquérir le monde. Il va leur falloir 5-10 ans pour faire ça, parce qu'une start-up, ça ne se fait pas, contrairement au mythe, on ne s'enrichit pas en 18 mois. Criteo, il nous a fallu 10 ans pour dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est long, qui est laborieux, mais quand on y en arrive... Je pense que dans 10 ans, on sera à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que la France et l'Europe, dans 5-10 ans, ça va être fabuleux. Voilà, merci. Voilà, Jean-Baptiste Rudel, PDG de Criteo. Une start-up qui a réussi, hein, c'est comme ça qu'on peut le définir. Et il a rappelé que pour une start-up qui réussit, on a des milliers qui se cassent la gueule. Françoise Sivignon, vous êtes présidente de Médecins du Monde, vous revenez du Kenya, de Somalie, mais aussi des camps de migrants qui sont en France ou en Europe. Lorsque vous entendez parler, et y compris les chefs d'entreprise que vous entendez parler, le politique au sens large que vous avez entendu parler, de la prospérité française, est-ce que vous vous dites... oui, ils comprennent la situation, ils sont raccords avec ce qui se passe, ou au contraire, non, ça ne va pas. La prospérité française ou européenne, elle ne peut pas être complète s'il n'y a pas... Elle, c'est Ruth Elkrief, la journaliste de BFM TV qui anime cette table ronde et qui passe la parole à Françoise Sévignon, la patronne de Médecins du Monde. C'est pas la patronne, c'est la présidente de l'association Médecins du Monde. Je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Voilà, ça c'est ma première remarque. Ensuite, oui, c'est un peu compliqué de parler d'activité humanitaire et de prospérité. C'est un peu compliqué, et notamment en France, puisque le sujet était quand même la France. Il se trouve que, si on prend l'exemple de Médecins du Monde, c'est la première fois depuis l'existence de Médecins du Monde qu'on a mis en place des activités dites humanitaires, c'est-à-dire issues de nos terrains d'urgence, quelque part, en France. Donc ça, quelque part, c'est pas de la prospérité. On ne peut pas étiqueter ça prospérité. On a fait la même chose en Europe. Donc, Françoise Sévignon, Médecins du Monde, dont je rappelle, Médecins du Monde, ils font de l'humanitaire partout dans le monde, et Françoise Sévignon qui rappelle que Médecins du Monde vient de faire de l'humanitaire en France, et elle fait évidemment référence à Calais, là où il y a un afflux de réfugiés, comme vous le savez. Il va falloir le prendre à bras-le-corps. Je me retourne vers Monsieur le Ministre pour cette opportunité, effectivement, de dire la migration, puis après je passerai à un autre point. C'est pas un phénomène partiel, etc. Enfin, nous on le voit sur nos terrains et les gens nous parlent. Le 21e siècle, il sera, et comme on l'a beaucoup dit ici, c'est un siècle de mobilité. On est dans la mobilité, donc les personnes ne peuvent pas bouger, notamment celles qui ont, sur le territoire français, des droits fondamentaux. Il est de la responsabilité d'État de protéger
les exilés, pour certains, donc ceux qui ont droit à l'asile, et on a 10 000 mineurs non accompagnés. C'est vrai qu'il fallait que je partage ce chiffre avec vous sur le territoire français. Ils doivent relever de la responsabilité, de la protection de l'État et de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est mon premier point. Voilà, Françoise Sévignon qui rappelle l'État à ses obligations humanitaires et elle le fait devant le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui prend des notes consciencieusement. Voilà. Après, je vous ferai retrouver le goût de sourire plus tard. Mais non, la deuxième chose, c'est que on a une société civile en France qui est très forte, hein, et je m'appuierai sur ce qui s'appelle l'appel des solidarités, qui a été initié par monsieur Nicolas Hulot, entre les deux tours, juste avant le premier tour. C'est 350 organisations de la société civile dans toute leur diversité qui ont fait 400 propositions. Donc ça, on ne s'arrêtera pas d'interpeller l'État, de demander des choses parce que les dysfonctionnements, on les connaît, les conditions des gens, on les connaît. Donc je pense qu'il y a un moment où cette articulation, elle se fait, mais il faut qu'elle se fasse de façon plus proactive quelque part parce qu'on a vraiment des choses à dire et de vraies propositions. Ça, c'est mon deuxième point. Le troisième, c'est que comme tous les secteurs, le secteur humanitaire bouge énormément. Alors on a toujours une étiquette un peu romantique quand on rentre de certains terrains. C'est plus exactement ça. En fait, on a à côté de nous, on accompagne des acteurs du Sud qui ont l'intention de devenir puissants. Et la puissance, c'est en termes d'interpellation de leurs propres États, mais aussi une puissance en termes financiers. Il se trouve que pour l'instant, sur les milliards d'aides internationales, les milliards d'aides internationales, les ONG dites du Sud, elles s'étiquettent souvent comme telles, ne bénéficient que 0,4% de cette aide financière, ce qui est tout à fait insuffisant. On n'est pas là pour, les accompagner à vie, quelque part. Ils sont des acteurs responsables de leur changement social. Donc, nous, Médecins du Monde, on a une optique un peu particulière, c'est-à-dire qu'on soigne, on témoigne, évidemment, des dysfonctionnements, du fait que les lois ne sont pas appliquées parfois ou qu'elles devraient évoluer. Donc, on accompagne modestement le changement social. Mais sur place, les personnes qu'on accompagne à l'international, ils ont la même démarche que nous. Et véritablement, cette société civile, elle est très visible. Françoise Sévignon qui appelle donc à ce qu'on s'appuie sur les sociétés civiles dans les pays en développement plutôt que de faire de l'intervention en leur nom et pour eux. Ça très très fortement. Et il faut vraiment les écouter parce que comme nous ici en France, ils auront des propositions à faire dans leur propre pays et ils seront les acteurs de leur propre changement. Voilà, Françoise Sévignon qui elle aussi a parlé de prospérité dans les 5 ans qui viennent et qui a clairement lancé un appel à la responsabilité des États et à l'appui aux sociétés civiles. Est-ce que, parce que d'une certaine façon, vous avez eu un peu les compliments de Jean-Baptiste Rudel, le climat est meilleur peut-être pour les... Ah, on a un tout petit buffer, c'est bon. Ou les entreprises ou le numérique. Benoît Potier insiste sur sa responsabilité, mais Françoise Sévignon vous interpelle. Je crois qu'il y a, parmi tous les messages importants qui ont été passés, il y en a deux qui me frappent. Le premier, c'est celui qui a été passé par Jean-Baptiste Rudel sur l'innovation. On a manqué la révolution des logiciels il y a 20 ans. Quand je dis nous, c'est les États européens. Et nous avons laissé Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft profiter à plein de cette révolution. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution technologique en cours, c'est celle des données et de la maîtrise de ces données par l'intelligence artificielle. Je pense que les États européens, je partage totalement votre analyse, la France en particulier, ont tous les moyens de réussir cette révolution. Mais il ne faut pas qu'on se plante dans la manière dont on accompagne cette révolution technologique. Et je le redis pour le fonds de 10 milliards d'euros consacré à l'innovation que nous allons mettre en place à la demande du Président de la République, l'objectif, ce n'est pas le nouveau plan calcul. L'objectif, ce n'est pas l'État qui dit tiens, dans 5 ans... Bruno Le Maire qui répond à Jean-Baptiste Rudel, le PDG de Cridéo, en disant non, ce n'est pas l'État qui va définir quels sont les secteurs de demain. Mais en tout cas, Bruno Le Maire qui rappelle que le Président de la République va mettre en place un plan de 10 milliards d'euros d'investissement. La fiscalité, les soutiens nécessaires pour que la bonne idée arrive au bon moment, se développe, croisse, grandisse, au profit de la France et des États européens. Parce que moi, le cœur un peu déchiré de voir autant de start-up qui émergent en France, grâce à vous, grâce à tous les jeunes qui sont présents ici, qui créent leur start-up. Et puis dès que ça marche, dès que ça devient un peu plus important, ben c'est racheté par un fonds américain et ça se déplace en Californie ou ailleurs. Moi, j'aimerais que ça s'installe ici, en France et en Europe. Et le deuxième message que je veux passer à ma voisine de gauche, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prospérité en France ou en Europe si nous ne sommes pas capables de faire profiter les États du Sud
et en particulier le continent africain, de cette prospérité. Ça ne sert à rien. La question des migrations sera probablement une des questions les plus difficiles et je dirais les plus douloureuses. C'était pas lui qui était contre l'accueil des réfugiés Il y a aujourd'hui Pardon. entre 400, 600, peut-être 700... Si je me souviens bien, quand je l'ai interviewé, Bruno Le Maire, il y a un an à peu près, il expliquait qu'il ne fallait pas accueillir les réfugiés. Non, il fallait laisser la liberté aux maires dans les villages de savoir s'ils voulaient accueillir des réfugiés ou pas. Rejoindre le continent européen. Et ces personnes-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de personnes qui avaient réussi à rejoindre l'Europe. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des personnes sans aucune éducation, perdues ou quoi que ce soit, c'est en règle générale l'élite ou la classe moyenne des pays africains dont ils viennent. Ils parlent l'anglais, ils sont éduqués, ils sont parfois avocats, enseignants, médecins, et ils quittent leur pays tout simplement parce qu'il n'y a aucun espoir de vie pour eux et pour leur famille dans leur pays. Eh bien, la prospérité en France et en Europe, elle ne sera durable que si nous arrivons à en faire profiter aussi le continent africain. Bruno Le Maire qui a radicalement changé de discours sur les réfugiés. Évidemment, devant la patronne de Médecins du Monde, c'est compliqué de tenir le discours qu'il tenait pendant la campagne présidentielle, enfin la campagne de la primaire à droite. Allô ? Oui, bonjour à tous. Kevin Thiévon, étudiant à l'EDEC. Ma question, au fond, est assez transversale. Elle interroge la réception de l'économie en tant que discipline dans le débat public français. Au fond, comment rendre digeste et intelligible une science qui se dit du bien commun et qui régit la grande majorité de nos problématiques dans notre société. Comment la rendre donc compréhensible, accessible par l'ensemble des Français? Et est-ce que les intellectuels, les artistes, aidés des économistes, ne pourraient-ils pas jouer ce rôle de passeur vis-à-vis de cette discipline qui est fondamentale pour nous aujourd'hui? C'est très intéressant le débat que vous avez sur le chat sur ce que c'est qu'une start-up. Apparemment, c'est compliqué, ça c'est vrai. Peut-être, Benoît Potier, vous pourriez répondre justement vu votre expérience. Oui, moi je pense qu'il y a une chose qu'on fait très très bien en France, c'est la macroéconomie. La preuve. Nous sommes là, ce sont des réunions économiques, et je pense qu'on réfléchit bien. Les écoles françaises sont parmi les meilleures du monde. Ce qu'on a du mal à faire, c'est la microéconomie, c'est-à-dire comment ça se passe en pratique, dans les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on crée de l'emploi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent? Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faudrait qu'on travaille. Les entreprises ont un rôle à jouer puisqu'elles sont le réceptacle, en fait, du système d'éducation. C'est les entreprises qui accueillent tous les élèves, tous les étudiants qui sont passés par le système. Et donc, nous avons, nous, à nous prendre en main. Ce matin, on disait dans un autre amphi qu'en fait, les entreprises avaient perdu la parole. Il fallait qu'elles reprennent un peu la parole. Je pense que sur ces thèmes-là, il faut qu'on reprenne la parole, il faut qu'on explique comment ça se passe, et il faut qu'on arrive à reconnecter un tout petit peu la microéconomie avec la macroéconomie. Et on en fera à ce moment-là, on fera de l'économie une vraie discipline comprise en France, alors qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. L'économie n'est pas une discipline comprise en France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette, évidemment, parce que mon sujet, c'est plutôt cette idée du patron de Criteo, du patron d'Air Liquide, pardon, Benoît Potier. En particulier pour les startups. Alors que c'est le patron de Criteo qui reprend la parole, Jean-Baptiste Rudel. De la French Tech, pour la French Tech, au-delà de Criteo, c'est développer des outils qui vont permettre aux jeunes qui montent des startups d'aller plus vite et de ne pas réinventer l'eau chaude. Par exemple, on a publié récemment un document standard d'investissement. Parce que quand vous levez de l'argent pour la première fois, que vous êtes un jeune de 25 ans, c'est très anxiogène, vous avez toujours l'impression que vous allez vous faire avoir. Et donc quelque chose qui a été fait par 50 entrepreneurs expérimentés. Ah, la microéconomie n'est pas comprise. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, Napster. C'est de la petite microéconomie, mais c'est très pragmatique. En 24 heures, il y a eu 3000 téléchargements. Et maintenant, c'est devenu, en France, un peu la référence de documents d'investissement pour le early stage. Vous avez une question, madame. Est-ce qu'on peut donner un micro? Il y a des youtubeurs français qui se sont barrés en Thaïlande pour continuer à vivre. La question, c'était pas maintenant que les Anglais sont en passe de sortir de l'Europe, de créer un New Deal entre les entreprises et les États finalement en Europe. On a des grandes entreprises qui, elles, ont réussi la mondialisation, puisque toutes nos grandes entreprises sont mondiales. Elles sont pourtant, il était mentionné ce matin, qui ne se trouvaient pas populaires.
Elles ne sont pas populaires, peut-être parce que justement elles ont désinvesti la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire d'associer finalement ceux qui se sont laissés pour compte. Donc je me demande si le changement, c'est pas que les États créent le contexte, mais que les entreprises, finalement, on a dit aussi ici cette semaine que le changement doit être sponsorisé par ceux qui ont le pouvoir, et le pouvoir et l'argent est beaucoup dans les grandes entreprises. Donc peut-être que si elles se mobilisaient de l'intérieur, dans chaque grande entreprise, il y a 100 000, parfois 60 000 ou 200 000 personnes. Donc si toutes ces personnes-là se mobilisaient pour être plus altruistes, si chacune passait 1% de son temps sur des projets où s'associerait avec des gens qui sont exclus, on aurait une force de frappe considérable. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. C'est intéressant cette question sur la mobilisation des personnes dans les entreprises. Je vais rebondir sur votre question. Sur la solidarité, oui. Vous parlez justement de le rôle de l'État dans l'économie, puisque c'est la question que vous posez à travers le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Quel est le rôle de l'État dans l'économie? Ça n'est pas de gérer les entreprises à la place des entrepreneurs. Ça, Jean-Baptiste Rudel le fera 1000 fois mieux que moi, et vous tous ici, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Le rôle de l'État, c'est d'abord de créer un environnement le plus favorable possible au développement des entreprises. Et nous allons le faire, je le redis, tout de suite. Nous le faisons pour la finance, en disant à toutes les grandes entreprises financières du monde, venez à Paris, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, il y a une place pour vous. Nous allons baisser l'impôt sur les sociétés. Nous allons supprimer... Écoutez bien ce que dit Bruno Le Maire, parce qu'il est en train de développer la vision du gouvernement sur le rôle de l'État dans l'économie. Venez créer des emplois en France. Ça, c'est le premier rôle de l'État. Ça vaut aussi pour les PME. Nous adopterons l'année prochaine un dispositif législatif pour créer en France un Mittelstand français, c'est-à-dire des ETI puissantes sur tout le territoire, capables d'exporter et de créer des emplois partout en France. Le deuxième rôle de l'État, c'est de défendre nos intérêts stratégiques. Ne soyons pas naïfs. Les investisseurs, oui. Les prédateurs, non. Et je veux que les choses soient très claires. Nous avons des instruments qui nous permettent de lutter contre les prédateurs qui voudraient acheter à peu de frais et sans perspective économique un certain nombre de grandes entreprises françaises. Nous ne laisserons pas faire. Et nous utiliserons les instruments nécessaires pour protéger les intérêts économiques stratégiques de notre pays. Merci. Merci. Il nous reste une minute. Bruno Le Maire qui a le mérite d'être clair quand il explique que le rôle de l'État, c'est de créer un écosystème favorable aux entreprises et à la finance et de défendre les intérêts stratégiques de la France. Participe à cette lutte contre l'exclusion pour que cette prospérité Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat? Entendue comme une richesse qui soit partagée et qui soit au-delà de la richesse, justement. Et la conclusion avec Françoise Benamou en 1 minute. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une connaissance mutuelle de ce qu'on fait les uns les autres qui est indispensable, comme préalable, je dirais. Après, j'étais un peu caricaturale en disant qu'on n'a aucun lien avec les entreprises. Bien sûr, on a quelques liens. Et je donnerai juste à titre d'exemple, on est dans une phase de régionalisation. On a des projets partout en France. Et de déconcentration, on met des pôles d'activité dans des régions du monde. Pour exemple, on est à Amman pour traiter toute la crise syrienne et les pays autour. On a été aidé par Bain, qui est donc un consultant, et vraiment, c'est une compétence qu'on n'a pas à l'intérieur de Médecins du Monde. Donc, dans ce genre d'articulation, de projets précis, on a vraiment bénéficié. Enfin, ils nous ont rendu un rapport absolument magnifique. Ils l'ont fait pro bono, mais on a vraiment bénéficié, je pense, les uns et les autres, parce que, juste pour un mot sur... ils ont trouvé du sens à ce qu'ils venaient faire à Médecins du Monde, et nous, on a évidemment trouvé du sens à ce qu'ils nous apportaient. Voilà. Merci. Françoise Benamou, pour peut-être un petit peu conclure cette session avant la déclaration finale du Cercle des économistes. Françoise Benamou qui va conclure. Je me disais en écoutant chacun que peut-être on aurait pu intituler cette session « Transformer le souhaitable en possible ». Alors avec 4 préconisations que j'ai retenues bien sûr parmi d'autres, agir vite et en européen en créant le bon environnement économique,
Deuxième point, face aux GAFA, créer un statut d'entreprise européenne, favoriser véritablement l'innovation au niveau européen. Le troisième point, Bruno Potier nous disait il faut regarder les fonds marins plutôt que les vagues. Je l'ai traduit en ne pas naviguer à vue et dans des domaines cruciaux comme l'environnement, la santé, le vieillissement et le digital. Et puis enfin, merci à Françoise Sivignon de nous avoir rappelé la place de l'humanitaire et de nous avoir donné le sentiment que ça n'était pas seulement l'affaire des humanitaires, mais de nous tous qui sommes ici. Merci. Voilà la conclusion de ce qu'a retenu Françoise Benamou. Je rappelle qu'elle est économiste professeure à Paris 13, spécialiste de l'économie des médias. On avait déjà eu l'occasion de la recevoir dans l'émission Il y a de l'écho sur Acropolis. Les uns et les autres, Bruno Le Maire reste à nos côtés et j'appelle Jean-Hervé Lorenzi pour la déclaration, non pas la déclaration de politique générale, mais la déclaration finale du Cercle des économistes. Voilà, Jean-Hervé Lorenzi, le patron du Cercle des économistes, qui va conclure ces rencontres économiques de 2017. Et qu'on va pas écouter parce qu'en fait c'est après. Oui, c'est bien ça. Ouais, on avait prévu non, j'ai eu un doute à un moment parce que je croyais qu'il venait sur scène, etc. Donc on peut repasser en scène d'intro. Oui, non, c'est ça. On avait prévu que de commenter la session. Voilà. On a entendu quand même beaucoup de choses. On a entendu le ministre de l'économie rappeler les grandes priorités du gouvernement. Il n'a pas beaucoup détaillé. Mais en même temps, il n'était pas vraiment là pour ça. Mais il n'a pas vraiment détaillé le fond de la politique fiscale économique comme l'a fait le Premier ministre ces derniers jours. Voilà, c'était un échange que toujours pareil dans les rencontres économiques entre, vous l'avez vu, des acteurs différents à différents niveaux. Il y avait le patron de Criteo, il y avait le patron d'Air Liquide, il y avait un ministre, il y avait la présidente de Médecins du Monde et l'économiste Françoise Benamou qui échangeaient sur la question de la prospérité dans les 5 ans qui viennent. Je ne suis pas convaincu, ça reste toujours creux, c'est toujours on va changer la manière dont on fait le monde, mais en fait c'est juste du marketing territorial ou national. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Astaron. Mais après les rencontres économiques, c'est pas un cercle de décision, c'est un cercle d'échange, de dialogue, tu vois, entre des acteurs qui gagnent à échanger de temps en temps. Et tu vois, c'est l'occasion pour chacun de faire passer ses messages. Tu as vu le patron de Criteo qui a lancé un appel à ce que l'Europe se sorte les doigts et fonctionne différemment vis-à-vis de l'innovation et des startups. T'as la patronne de Médecins du Monde qui a rappelé que la crise humanitaire, enfin les questions humanitaires dépendent de chacun de nous. Donc voilà, c'était trop divers en intervenant, je vois pas pourquoi on a invité Médecins du Monde. Bah non, c'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est ce que j'étais en train d'expliquer sur le format justement, c'est que si, enfin je sais pas, essayer d'avoir un panel un peu divers en termes de parcours. On n'a rien appris à part faudrait se bouger pour concurrencer les USA. Ouais. Celui qui voulait un Delaware européen. Oui, c'est lui. C'est le patron de Benoît Potier. Non, Benoît Potier, c'était Air Liquide. C'était l'autre, pardon. C'était Jean-Baptiste Rudel de Criteo. Moi, je veux bien qu'on simplifie, qu'on favorise même la finance sur certains aspects, mais à mon sens, ça ne répond qu'à très peu de crises majeures du siècle. Mais alors, c'est quoi les autres crises majeures du siècle et comment on y répond, Slich, d'après toi? J'ai pas l'impression qu'ils ont parlé du sujet qui est la France dans 5 ans. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ils ont survolé, ils ont plutôt parlé de prospérité au sens large. Ça prouve juste encore que l'Union Européenne est un monde pro-libéralisme économique. D'accord. Pourquoi ils mettent pas un précaire et un chômeur aussi pour discuter avec tous ces gens quand on a un panel vraiment divers là du coup? Je sais pas, faudrait que tu leur suggères. Pour moi, c'est surtout que ce débat, tu aurais eu le même il y a 2 ans. Je pensais aussi que le rôle de l'État était aussi de protéger les salariés, il n'en a pas fait mention. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Là, Bruno Le Maire, il a été clair. Hein. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner les acteurs économiques. C'est de créer un... Non, il a dit c'est de créer un écosystème favorable. Un environnement favorable aux entreprises et au monde de la finance. Et de défendre les intérêts stratégiques. Il n'a pas parlé de défendre des salariés, il n'a pas parlé de défense des intérêts des travailleurs. Hop. Donc voilà.
On continue, je réponds à vos dernières questions, encore 5 minutes et ensuite on va couper le live et on se retrouvera demain en direct. Nous on rentre à Paris et on se retrouve demain en direct de l'Assemblée nationale pour commenter ensemble l'examen du projet de loi d'habilitation sur les ordonnances travail. Finalement, le sujet de l'humanitaire est le plus proche du sujet, c'est une priorité qui touche actuellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ostad, ouais. Effectivement. Blasé ou fatigué? Oh, fatigué et blasé, non. Blasé, non, c'était intéressant. C'était intéressant. Alors après, c'est vrai que les formats des interventions sont très très courts, donc on peut pas vraiment aller plus loin que ce qu'on voudrait, mais enfin, on a entendu quand même des bribes d'informations qui étaient en lien avec les interviews de Pervenche Berès et de, et de Benoît Cœuré hier sur l'économie de la zone euro, sur la convergence des économies européennes, avec la nécessité d'avoir une politique commune. Donc voilà. Il n'y a rien de pire que les confs. Pour être blasé, je sais pas. Merci pour ce week-end, n'hésitez pas à le refaire l'année prochaine. Ah bah c'est gentil Osted. Bah on peut débriefer rapidement, hein. On a 5 minutes. C'est la dernière émission en direct des rencontres économiques de cette édition 2017. Pour nous, Acropolis, c'était la première fois qu'on le faisait, en partenariat avec le Cercle des économistes. On a essayé de vous faire vivre cet événement et de vous rendre accessible ce débat économique qui souvent a tendance à s'adresser toujours aux mêmes avec des langages un peu compliqués. Mais voilà, on vous a donné accès à des économistes, on vous a donné accès à des conférences, on vous a donné accès à des politiques. Voilà, on a fait quelques interviews en marge des sessions d'hier. Et puis si on le refait l'année prochaine, il faudra qu'on définisse avec vous ce qu'on a envie d'en faire, etc. Et le concours de dissert qui a gagné? Ah, la parole aux étudiants, je sais pas. Normalement, l'annonce du lauréat, c'est cet après-midi. Quelqu'un a compris un truc de Macron comme quoi le réchauffement climatique provoque le terrorisme? Salut Pépito. J'ai pas l'impression que Macron ait dit ça comme ça, c'est que le changement climatique provoque des guerres autour des ressources naturelles, du pétrole, etc. Enfin tu sais, il y a tout le principe des réfugiés climatiques, ça crée de l'instabilité politique, l'instabilité politique et sociale, ça entrave le développement des pays du Sud, et le terrorisme se nourrit de ces crises territoriales. Peu d'informations sur les outils futurs qui permettront aux startups françaises de faire face aux GAFA et surtout sur les moyens de retenir en France. Ok. Genre j'ai bien aimé ces 3 jours, après c'est dommage de ne pas conclure avec certains intervenants comme tu l'as fait avec Kiles. Ah c'est gentil Oufu, ouais effectivement. Effectivement. Bah je retiens qu'en tout cas ça vous a plu, que sur le plateau d'Acropolis on reçoive des gens qui étaient sur le plateau là et qu'on débriefe un petit peu avec eux. Il a dit on peut pas combattre le terrorisme sans combattre le réchauffement climatique. D'accord. Bah j'espère que tu as compris ce que je t'ai expliqué. C'est pas facile hein, de rendre accessible la pensée complexe d'Emmanuel Macron. On fait ce qu'on peut. Hein. Même si on n'est pas d'accord, ça fait toujours du bien de réfléchir un peu. Le format de 2-3 intervenants et un médiateur comme toi reste quand même le meilleur je trouve sur un sujet moins large. Bon taf quand même. Merci Dark Poney. Effectivement le but du jeu c'est pas d'être d'accord avec les gens. Hein, parce que si on écoute que les gens avec qui on est d'accord on se fait chier. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Macron, on ne peut pas prétendre à lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action résolue contre le réchauffement climatique. D'accord. Ok. Décidément cette pensée complexe. La pauvreté et l'instabilité des pays du Sud, elle est due aux accords inégaux, surtout pas vraiment au réchauffement climatique. D'accord. Faudra le dire à Emmanuel Macron. C'est cool, Jean, d'essayer de nous rendre plus accessible tout ça, même si c'est très déprimant de voir à quel point il se paye notre tête. Salut Xan. Et on a un don, merci beaucoup pour ton don. Hop, hop. 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 Talam, talam, talam. Merci beaucoup pour ton don, Ilisam et Acropolis dans 5 ans. Ah, Acropolis dans 5 ans.
Bah, on sera avec Criteo, on se battra contre les GAFAM avec nos petits bras. Et on sera au Delaware évidemment. Avec 1 milliard de chiffre d'affaires. Ouais, ouais. Criteo il a dit, Jean-Baptiste Rudel, on a mis 10 ans à faire 1 milliard. Nous on va mettre 5 ans à faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Et merci pour ton don de 5 € qui va dans cette direction. Ah putain. Un jour je tentais de vous expliquer la pensée complexe de Jean Massier. Bah bonjour. J'ai dit quoi? Bonjour, non, bon courage. Putain, je suis vraiment fatigué, hein. Ça commence vraiment à peser. 3 jours sous le cagnard d'Aix-en-Provence. Jean, pourquoi t'en profitas pour aller à la mer et revenir bronzé pour lundi? Si seulement. Acropolis dans 5 ans animé par Routel Krief. Je sais pas. Je sais pas si Routel Krief elle sait streamer. Tu sais, en général, les gens de la télé ils savent pas streamer, hein. Et les gens qui savent streamer, ils savent pas faire des animations de télé. Enfin, vous l'avez bien vu avec les interviews en plateau, je suis pas à l'aise du tout. Mets une barre de dons pour les 1 milliard. Putain, j'avoue. Tu sais, objectif 1 milliard d'euros en 10 ans. En 5 ans, en 5 ans. Faudrait qu'on fasse ça. Bon les amis, il est 13h40. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Acropolis pendant ces 3 jours des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. J'espère que ça vous aura donné du fuel pour réfléchir, pour penser, pour critiquer, pour avancer, tout ça. C'était voilà, un moment un petit peu hors du temps, en dehors de Paris, où on discute, où on réfléchit sur des enjeux économiques, macro, micro, tout ce que vous voulez. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de trucs, c'était intéressant. On continue à débriefer de tout ça. Venez sur le Discord d'Acropolis pour continuer à réfléchir, à discuter, à proposer, etc. Nous, on était contents de vous le faire vivre. On débriefera de tout ça avec le cercle des économistes, on débriefera de tout ça avec vous. Et on reprend nos programmes habituels à partir de demain, retour à Paris, où à Paris on va commenter en direct l'examen en première lecture en séance publique des ordonnances Macron, de la loi d'habilitation sur les ordonnances Macron. Je vous réexplique tout ça demain. Rendez-vous à 16h. C'est à 16h? Je sais plus. Début de la séance c'est 16h, peut-être qu'on prendra l'antenne un peu avant, peut-être à partir de 15h, 15h30 on prendra l'antenne sur Acropolis pour discuter de tout ça. Merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de dimanche, reposez-vous bien et demain on réattaque les ordonnances Macron. Ciao, bonne fin de journée, générique, fin d'émission, salut.